10 ans d'armée, unité combattante, plusieurs opérations extérieures, de l'Afghanistan jusqu'à l'Afrique. Est-ce que mon travail était efficace? Oui, je pense. Est-ce que celui de la justice était efficace? Non, clairement, je ne pense pas. J'ai décidé de basculer en protection rapprochée. Et là, je monte ma société et au final, on fait un carton. Toutes les personnes qui font partie plus ou moins des infopreneurs, univers crypto, ils font appel à nos services. Dans l'univers des cryptos, il s'est passé vraiment des choses absolument horribles en France récemment, beaucoup d'enlèvements. La petite criminalité a évolué. C'est pas tomber dans la paranoïa, c'est juste en fait prévoir cet élément. Tu proposes des services qu'un État peut pas proposer, qui se rajoutent à ce qu'un État propose, qu'il complémente. Ce monde, c'est un gros Pékin Express. J'ai un client, il a voulu acheter un appartement en Europe de l'Est. Il s'aperçoit que l'immeuble appartient à un mafieux. Ce qui m'anime, c'est quand même partir à l'étranger. La première chose que j'ai vu constater en partant à l'étranger, c'est que l'idée que la Sécu, c'est le meilleur système du monde, c'est absolument faux. Non, c'est faux. Ouais. La sécurité qu'ils ont réussi à instaurer Dubaï, c'est juste fou. Tu peux arrêter une personne, tu peux avoir des menottes sur toi en France, par exemple. Ok. Ouais, ça faut le savoir. On n'arrive déjà pas à récupérer des retraites qui sont au Maghreb ou des personnes qui ont 120 ans. Oui. Et on continue à les payer. Aller chercher l'infopreneur qui est à Bali avec son sac à dos. Ouais. Bah, bon courage, quoi, franchement. Voilà, ils tapent finalement sur les gens qui sont compliant, mais ceux qui ont compris comment jouer du système, ils passent entre les mailles du filet, grosso modo. Clairement, ouais. Aujourd'hui, ça faisait 1000 jours, je crois, il y a quelques semaines, qu'il n'y avait pas eu un meurtre au Salvador. C'est devenu plus safe que le Canada, là, en termes d'homicide. Une personne commet un délit ou un crime, tu l'enfermes 15 ans pour n'importe quel délit ou crime. En 3 mois, la France, elle est redressée. Bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le plaisir d'accueillir Cédric Fontaine. Salut Cédric. Salut, enchanté. Donc tu es un ancien militaire, ancien policier. Aujourd'hui, tu es directeur d'une société de protection rapprochée et notamment, tu as pas mal d'infopreneurs comme clients. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'infopreneurs qui viennent nous solliciter pour des cas plus ou moins particuliers, que ce soit du kidnapping, que ce soit pour leur faire un audit de sécurité ou pour que ce soit sur différents thèmes pour les protéger au quotidien. Donc ça, on va pouvoir aborder ça ensemble. Voilà, donc on s'est rencontrés à un événement d'Alec Henry à Paris et quand tu m'as parlé de ton histoire, je trouvais ça absolument incroyable. Donc je t'avais proposé qu'on se voit quand on sera tous les deux sur Dubaï. Déjà, tu peux nous parler un peu de ton parcours. Donc tu es rentré à l'armée, c'est ça? Ouais, du coup, 10 ans d'armée, unité combattante, chef de groupe, plusieurs opérations extérieures. Ça va de l'Afghanistan jusqu'à l'Afrique. Ensuite, je décide de basculer en police. Après 10 ans. Pourquoi je décide de basculer en police? Parce qu'on est sur une politique où on a de moins en moins de pouvoir en France pour pouvoir partir à l'étranger. Donc l'Afrique, concrètement, diminue pour nous. Il y a de moins en moins de missions et je me dis, là, il est peut-être temps de partir. Parce que ce qui m'anime, c'est quand même partir à l'étranger. Le but d'un militaire, c'est quand même de pouvoir partir et effectuer son devoir à l'extérieur du pays et pas forcément à l'intérieur. J'ai décidé de basculer en police durant 4 ans, très belles années aussi. J'étais dans une brigade de nuit dans le 93. Ça va, ça bouge pas mal. Assez surpris, parce que moi, c'est vrai que je voyais un peu du point de vue extérieur la France, où j'étais beaucoup à l'étranger. Et quand je reviens en France et que je vois en fait la vraie réalité du terrain, ça me choque aussi. Qu'est-ce que tu as vu que t'as choqué Plusieurs interventions. Ça va de la personne qui va commander une pizza et qui dit « T'as 5 minutes pour me donner ma pizza » et qui lui met 2 balles dans la tête parce qu'il n'a pas eu sa pizza. Véridique, j'interviens dessus. Wow. Donc nous, quand on arrive et on voit cette situation, on est plus ou moins choqués parce que on voit ça au Mexique. On voit pas ça en France. Donc il y a un gars, il s'est dit, il a dit au gars, t'as 5 minutes pour faire ta pizza, et il l'a flingué au bout de 5 minutes. Bien sûr. Ok. Donc il connaissait pas le pizzaiolo? Non, du tout. Il connaissait pas. Il a juste dit t'as 5 minutes, quoi. Mais c'est un taré. Ouais, je pense que c'est un taré. Ouais. Et plusieurs interventions, ça va des femmes qui sont battues, sur de l'intervention, sur des grands-mères qui se font attaquer. Donc divers en fait horizons pour moi, mais super intéressant.
Et du coup, alors, c'est intéressant parce que tu t'es dit, en tant que militaire, je veux partir, je veux être envoyé à l'étranger, et c'était plus le cas. Donc, tu t'es dit, je vais devenir policier, mais là, du coup, tu es resté dans quelque chose de très local. Le 9-3, c'est... Ouais, bien sûr, c'était le but. Hein. Si je voulais de l'action, je savais où aller, donc je prends... Ah oui, le but, c'était pas de prendre un poste pépère. Bah non, du tout. On sort de l'armée, on est en plein dans l'action, on veut rester dans l'action, l'adrénaline est toujours présente. Donc, je pars directement, naturellement, sur une brigade de nuit, et plus particulièrement dans le 93. Donc, beaucoup plus simple pour moi. Et donc, au bout de 4 ans, tu te dis... Au bout de 4 ans, ouais, assez compliqué avec la justice. Pourquoi ? Parce que la justice, je me rends compte qu'elle ne suit pas au quotidien les forces de l'ordre. Est-ce que mon travail était efficace ? Oui, je pense. Est-ce que celui de la justice est efficace ? Non, clairement, je ne pense pas. C'est-à-dire concrètement, tu arrêtais des délinquants et tu les revoyais c'est ça. rapidement. Souvent, on dit ça, c'est 3 ou 4 heures après, ils étaient sortis du poste sans être même inquiétés. Et sur la durée, ça a commencé à me fatiguer. 3 à 4 heures, ah ouais. Ouais. On n'avait pas fini de taper le rapport, qu'il était déjà dehors. Je me rappelle, sur une journée de 12 heures de vacation, j'avais arrêté 3 fois la même personne. 3 fois pour vol. Dans la même journée ? Dans la même journée. Et 3 fois, elle a été libérée. Donc, au bout d'un moment, il y a un problème. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire ? Et j'ai décidé de basculer en protection rapprochée. Ça faisait déjà quelques années que je bossais. En plus d'être policier, en protection rapprochée, j'avais fait une demande auprès de mon chef qui m'avait autorisé à cumuler le double emploi. Donc, j'avais déjà, comme on dit, un pied dans l'étrier. Donc, ça avait déjà apporté une grosse expérience. Et je décide de passer le cap. Et là, je monte ma société. J'embauche que des anciens militaires, anciens gendarmes, anciens policiers. Et on part sur cette aventure ensemble. Et au final, on fait un carton. Aujourd'hui, toutes les personnes qui font partie plus ou moins des infopreneurs, univers crypto, ils font appel à nos services. Parce qu'on est un service plus ou moins particulier, où est-ce qu'on a récupéré, entre parenthèses, une partie des meilleurs qui étaient déjà formés par l'État. C'est-à-dire que former un policier, par exemple, qui est dans la BAC depuis 15 ans, qui est au PJ, ça coûte 150 000 € à l'État. Et nous, on les récupère. Ces mecs sont déjà formés, ils savent écrire, ils ont un cerveau, ils savent réfléchir, et c'est tout bénef pour nous. Et ils s'adaptent très bien à notre système. On les forme sur la protection rapprochée, ils captent très vite parce qu'ils ont le sens policier. Donc, assez simple pour nous. Les militaires également. Au final, on mixe tout ça et ça marche super bien. Ça veut dire que demain, peu importe où on est dans le monde, on a toujours des contacts. Ça veut dire que, par exemple, un policier qui est dans mon équipe, lui, pendant 15 ans, il a fait les ambassades partout dans le monde. Il va avoir différents points de contact partout dans le monde. Et s'il n'a pas ce point de contact dans le monde, il aura forcément un collègue qui l'aura. Donc, on marche comme ça, quoi. Et donc tu proposes des services qu'un État ne peut pas proposer, qui se rajoutent à ce qu'un État propose, qu'il complémente. C'est très complexe. L'État ne peut pas protéger un individu sur une durée illimitée. C'est juste impossible. On fait pas dans l'individualisme. Alors oui, il y a des services de protection rapprochés au sein de l'État, mais qui sont réservés à certaines personnes. Mais par exemple, un infopreneur, je pense pas que ça les intéressait à le protéger. Il faut que ce soit une personne politiquement exposée, Exactement. qui a des vraies menaces. Parce qu'on peut pas proposer 5 policiers sur une personne toute l'année. Ah oui, ça coûterait très cher. Ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait appel à nos services, les services de protection rapprochée privés, et on s'adapte à nos clients. On s'adapte à leur... aussi, on s'est adapté, c'est bête, hein, mais comme tu dis régulièrement, un petit peu l'argent Wi-Fi. Donc on s'adapte aussi à ça, parce que nos clients ne restent pas forcément en France, ils voyagent beaucoup, donc on les suit également. On met en place différents systèmes pour les protéger, eux et leurs familles aussi qui restent en France. On a des dispositifs aussi pour pouvoir assurer leur protection. Donc ça, c'est super important. On va parler de tout ça parce qu'effectivement, notamment dans l'univers des cryptos, il s'est passé vraiment des choses absolument horribles en France récemment. Beaucoup d'enlèvements, de tentatives d'enlèvement qui, ce qu'on a vu dans les affaires les plus médiatisées, elles se sont bien terminées. Mais j'imagine que ça n'a pas toujours été le cas, qu'il y a des affaires moins connues.
Ouais, bien sûr, on ne peut pas tout médiatiser, ce serait juste impossible. Il y a des personnes qui ont été kidnappées pour 10 000 euros. Ouais. Et ça, on ne va pas le médiatiser. Mais c'est une réalité. Il y a des familles entières qui sont dévastées, qui ont un syndrome post-traumatique aujourd'hui, qui ne vivent plus parce que des personnes ont décidé de venir les kidnapper. Et c'est régulier. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? C'est que la petite criminalité a évolué. Mhm. À l'époque, on était sur une petite criminalité qui s'attaquait directement physiquement aux personnes. Donc on venait arracher un sac à main, on venait arracher un téléphone. Elle existe toujours, celle-ci. Mais ce que je veux dire, elle a évolué aussi. Il y avait des braquages de commerçants. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est quoi qui les intéresse? C'est les montres. Donc ça, on le voit régulièrement. Cet été, sur Saint-Tropez, ils étaient obligés de renvoyer une compagnie de CRS en renfort parce qu'ils étaient dépassés. Ah ouais? Il y avait tellement de voleurs. Il y avait tellement de vols de montres sur Saint-Tropez cet été qu'ils ont envoyé une compagnie, c'est environ 120 CRS en plus sur Saint-Tropez. Wow. Pour assurer la protection des habitants. Donc, ce qui est hallucinant. Et donc, ces enlèvements crypto, pour toi, c'est juste une évolution Bien sûr. À l'époque, tu faisais un braquage d'un petit commerce. Tu prenais quoi, 4 000 euros, 5 000 euros, au pire dans la caisse, quand elle était pleine. Tu risquais quoi? Allez, 4, 5, 6 ans de prison. Aujourd'hui, tu risques la même peine en t'attaquant à un infopreneur, à une personne de la crypto. Sauf que le résultat, il est beaucoup plus gros. C'est des centaines de milliers d'euros potentiellement. Des centaines, voire des Ou millions. plus. Ouais. Ça dépend. Et c'est vrai Tu que dis je ça, parlais... mais là, si tu enlèves, tu dois... Là, par exemple, l'associé d'Éric Larchevêque qui se fait couper le doigt, il y a eu des peines déjà qui ont été réquisitionnées de genre plus de 15 ans, non Ouais, mais... Parce que là, il y a mutilation quand même. Il y a mutilation. En fait, ils ont voulu faire un exemple, la justice, parce que dernièrement, il y a une personne qui s'est fait kidnapper pour 10 000 euros. Ils étaient 4, il y en a eu 2 qui ont été relâchés pour vice de procédure directement. Donc on voit qu'en fait la justice va pas forcément dans le bon sens. Si on pousse tous dans le même sens, que demain on dit ok, vous attaquez un infopreneur, vous attaquez une personne de la crypto, vous attaquez une personne qui a de l'argent, vous prenez 15 ans de prison. Là directement ça a fait réfléchir. Aujourd'hui c'est pas le cas. Alors ils ont prononcé des peines par rapport au dossier Éric Larchevêque parce que c'était beaucoup médiatisé. Mais il y en a combien de personnes aujourd'hui qui sont kidnappées? C'est énorme. Et ils n'auront pas ces peines-là. Tu as un chiffre un peu Alors, moi, j'avais un chiffre sur, par exemple, sur le département de l'Île-de-France. Sur une année, on était à 150 homejacking. Donc d'intrusion dans des maisons Ouais, pour les cryptos. Pas forcément pour les cryptos, ça peut être pour différentes raisons aussi. Voilà, on ne va pas généraliser que sur les cryptos. Mais quand on vient pour un homejacking, souvent, c'est parce qu'il y a de l'argent en fait, qui est en jeu. Donc, et c'est quoi? Ce sont des personnes qui se sont exposées à un moment sur les réseaux Ouais, ça peut être des personnes qui sont exposées, des personnes qui ont travaillé dans l'univers, dans un univers qui forcément, où il y a eu de l'argent qui a été facile. Ce que je veux dire, aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, c'est assez simple. C'est-à-dire que vous venez au domicile d'une personne, vous pouvez repartir avec un wallet qui est rempli. Ouais. Et ça prend rien, ça prend pas de place. Ça veut dire que je parlais avec des négociateurs des différentes unités de police. Ils me disaient à l'époque, on mettait un stratagème. Ça veut dire que voilà, la personne demandait une rançon, ok, je veux 100 000 euros. On ramenait les sacs. 5 km plus loin, on faisait un guet-apens, entre parenthèses. On faisait un guet-apens et on récupérait les sacs. Aujourd'hui, c'est juste pas possible. C'est très compliqué. C'est-à-dire que l'argent, une fois qu'ils l'ont récupéré sur un wallet, il est nettoyé dans la seconde qui va. Directement, il est parti sur un exchange en Asie et on ne retrouvera plus jamais l'argent. Donc, très, très complexe à récupérer. Et aujourd'hui, on est un peu dépassé par rapport à ça. Oui, une fois que tu as mis la main sur les cryptos, effectivement, ça peut être envoyé à n'importe quel endroit du monde à la vitesse de la lumière. Donc, tu as peu de chances de pouvoir le récupérer. Mais du coup, oui, là tu peux intervenir pour déjà prévenir l'enlèvement en protégeant les gens et en essayant de faire en sorte que ça se finisse avec le moins de pots cassés si jamais il y a l'enlèvement. Ouais, on va mettre des stratégies en place. Je ne vais pas dire toutes nos stratégies parce que voilà, forcément aussi, il y a les agresseurs qui nous écoutent. Il n'y a pas que les victimes qui vont nous écouter ou les potentielles victimes qui vont nous écouter.
Voilà. Ce qu'on va mettre en place, nous, c'est qu'on a un système d'astreinte, on va dire une conciergerie globale, où est-ce qu'on est à 12 000 € l'année. Ça veut dire que je prends un infopreneur qui s'appelle Maxence, je lui dis « Ok, Maxence, toi, tu vis à Bali. » Alors, il y a un infopreneur qui s'appelle Maxence, donc on précise, ça n'a rien à voir, c'est juste c'est un exemple fictif. Hein. Exactement, voilà. exactement. Ouais. Et il habite à Bali, Maxence ? Non. Ok, bon, ça va. Il habite à Bali. Par contre, il a de la famille qui est restée en France, forcément. Et c'est le cas des 95% des infopreneurs ou entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on va faire ? La cible, est-ce que c'est Maxence ou est-ce que c'est sa famille ? Je dirais que c'est plus sa famille que Maxence. Pourquoi ? Parce que Maxence, il se fait agresser et dire moi, je lâche rien, ok, vous avez qu'à me tuer. Voilà. On peut résister à cette pression. Mais si je vais voir Maxence à Bali et que je lui dis « Ok, Maxence, c'est toi. Je vais te montrer quelqu'un en visio » et que je lui montre sa mère, directement, ça touche. On ne veut pas que notre famille proche soit victime, en fait, c'est bête, hein, mais de douleur. On n'a pas envie que sa mère, en fait, se fasse frapper, se fasse humilier. Et c'est pour ça que, pour eux, c'est le deuxième cercle. C'est vraiment très simple. Ça va être grands-parents, parents, frères, sœurs. Puis le conjoint, sauf si... Conjoint, sauf si conjoint suivi, quoi. Ouais. Ce que je veux dire... Et le conjoint séparé, peut-être ? Conjoint séparé aussi. Les enfants... C'est une force pour eux. Et, tout ce qui est resté au pays, finalement. Exactement. Qui est resté au pays ou qui a potentiellement aussi déménagé. Hein. Ce que je veux dire, il y a des personnes qui décident d'aller en Europe de l'Est, ils se pensent qu'ils sont plus en sécurité, mais pas du tout. Ce que je veux dire, ces personnes-là, en fait, sont professionnelles. Et oui, parce que... Ils sont en mouvement. On l'a vu d'ailleurs avec la tentative d'enlèvement d'une femme avec son enfant, là, à Paris. En fait, c'était le père qui visait de cette femme, qui, lui, vivait à Malte. Ah, bien sûr. Mais la fille était à Paris, et puis... C'est cible facile, en fait, pour eux. Ouais. Et nous, ce qu'on va faire, on va travailler sur tout le côté prévention. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour éviter que ça n'arrive ? Et comment ils font déjà pour identifier tous les proches comme ça et où ces gens vivent ? Il y a Facebook, j'imagine, un petit peu ? C'est assez simple. De toute façon, on peut le voir aujourd'hui sur Instagram, sur LinkedIn. La personne qui dit sur LinkedIn, il y a tout son CV hein, maintenant, qui a dit qu'il a été dans un gros groupe, qu'il a été, il était chargé, par exemple, de s'occuper de tout ce qui était IA, crypto. Directement, voilà, il y a des signes en fait qui trompent pas. Et ces personnes-là vont ensuite checker tout ce qui est Instagram, ok, le lifestyle un petit peu. Si c'est intéressant, ils vont envoyer des équipes de reconnaissance. Des équipes de reconnaissance ? Bien sûr, c'est très structuré. C'est-à-dire pour faire simple, on va parler en termes militaires. On a un capitaine qui va gérer toutes les opérations, qui lui va être basé sur un pays plus ou moins d'Asie, ou pays du Maghreb, donc voilà, il va gérer. Depuis là, il va y avoir des lieutenants qui seront en France. Ces lieutenants vont donner des ordres à différents chefs d'équipe soldats en disant « Ok, l'équipe Rocco, aujourd'hui, pendant une semaine, je veux qu'elle me fasse un point. Okay. » Où est-ce qu'ils habitent, qu'ils ont été voir, qu'ils ont été visiter, les habitudes. Ok, ils sortent à quelle heure le matin, à quelle école ils vont. Donc ça, c'est une réalité. Donc là, les équipes qui enlèvent des gens, c'est organisé à ce point-là. Bien c'est sûr. Vraiment du crime organisé. Bien sûr, c'est du crime organisé. Il y a toujours en fait de la petite criminalité qui, eux, vont passer à l'action directement. Et, ils vont taper directement, comme on peut voir sur l'épisode du camion. Plus ou moins, c'était pas très, très organisé. C'est des personnes qui sont pas très professionnelles. Ils sont arrivés avec le camion, ils ont dit, le matin, ils sortent à telle heure, on va aller les taper, et puis terminé. Sauf manque de bol pour eux. C'est un peu tombé à l'eau. Mais oui, il y a des équipes qui sont spécialisées sur la reconnaissance. Il y a des équipes qui sont spécialisées pour pouvoir rentrer dans le domicile. Donc ça veut dire qu'ils vont se déguiser. Mais ces spécialisés, ils se sont formés à ça ? Comment tu te formes à ça ? C'est juste logique. Ça veut dire que le lieutenant va expliquer à chaque recrue, ok, toi maintenant ton rôle, ça va être directement l'observation. Voilà, ça va être ton rôle. Ok, toi, ça va être quoi ? Ça va être, tu vas chercher des uniformes auprès des potes que tu connais, par exemple à la Poste, chez Amazon, chez Deliveroo, tu prends un sac vert, je m'en fous, tu te débrouilles. Et le but pour toi, c'est de te faire ouvrir toutes les portes. Tu vois ? Ok. Le troisième, lui, il va être en attente, c'est-à-dire qu'une fois que la porte est ouverte, lui, son rôle, c'est de rentrer directement
dans le domicile et de saucissonner. Donc, il va empêcher les personnes de pouvoir bouger, pouvoir s'exprimer également. Et il y a des personnes ensuite qui seront conducteurs. Eux, ils ont un véhicule qui est dehors, et eux, ils attendent juste en fait la victime qui vienne, ils le mettent dans le coffre, et voilà, il a ses instructions. Il sait qu'il fait 20 km, au bout de 20 km, il a un second véhicule, crame le premier véhicule, il a son deuxième véhicule, et puis après, il peut partir dans une direction opposée. Bon, ça, c'est tout, si tout se passe bien. Après, on a vu que dans l'enlèvement donc, de l'associé d'Éric Larchevêque, sa femme a été retrouvée dans un coffre de voiture parce que des policiers avaient vu que les conducteurs avaient un masque, qui est quand même un peu stupide. Bien sûr. De mettre un masque sur une parking. Donc, ils font quand même aussi des erreurs. Ouais, mais c'est bien, voilà. Justement, il faut qu'ils fassent des erreurs et ça nous aide au quotidien. Mais nous, on va être là dans l'anticipation, c'est-à-dire pour éviter en fait ce genre de problème, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place ? Ça veut dire que moi, qu'est-ce que je vais faire ? Ça veut dire que Maxence, il va me dire, OK, mon père, il habite là, ma mère, elle habite là, mon frère, il habite là. Nous, on va aller faire directement une reco. On va dire, OK, par rapport à ce domicile-là, il serait préférable que vous ayez ce système de dissuasion. J'en parle pas parce que voilà, c'est surprise pour eux. Il faut quand même un minimum. Il faut qu'ils soient surpris parce que voilà, aujourd'hui, il faut pouvoir aussi défendre son domicile. Et ça, c'est une réalité. Alors, je parle pas d'armes à feu forcément, mais je parle, on a d'autres moyens aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir défendre un domicile le temps de l'arrivée des forces de l'ordre. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça veut dire qu'il va être à Mont-de-Marsan. Nous, dans nos équipes, on a bien un collègue qui connaît le chef de poste à Mont-de-Marsan, ou peu importe. On va se présenter en tant qu'unité de protection rapprochée. On va prendre contact avec le chef de poste. On va lui demander, OK, on a une personne à risque en fait dans la commune. Est-ce que ça dérange si on peut avoir le numéro du chef de poste en direct ? Ce qui nous permet de gagner du temps. Et le jour où il y a une alerte, parce qu'on va créer un groupe, le jour où il y a une alerte, ça sera, mais venez m'aider, homejacking en cours. Nous, on va directement contacter le chef de poste. Alors, on n'est pas là pour remplacer les forces étatiques, loin de là. Hein. Chacun son rôle. Les forces étatiques font un travail qui est magnifique, hein, parce que j'en ai fait partie. Moi, je suis pro-État. Mais aujourd'hui, ils ont besoin aussi d'avoir des relais comme nous, qui sont capables de leur dire, OK, là, il y a un danger, intervenez, parce que voilà, on peut aller sur une situation qui est critique. Jamais on enverra les forces de l'ordre, par exemple, il y a la casserole qui a pris feu. Non. Voilà, on parle plus d'eau, on parle, voilà. Donc c'est plus une relation qu'on crée avec eux, et ça sert plus ou moins à tout le monde au final. Donc c'est assez intéressant. Parce que pour eux aussi, vous fluidifiez le process finalement. Clairement, au lieu d'attendre entre 12 et 24 minutes la petite musique, quand la sœur à Maxence, elle appelle, directement, elle a un contact avec nous, qui répond 24/7, directement elle est rassurée. C'est ce que je veux dire. Donc on va mettre des process en place avec elle aussi. Donc ça, c'est ce qu'on met en place. On a de plus en plus de clients qui nous le demandent parce que au final, peu importe où est-ce qu'ils sont dans le monde, ils ont besoin en fait de ce genre de service. Parce que tu vas me dire demain, moi, je vis à Bali, OK, comment est-ce que tu peux m'aider ? Mais peu importe, ça veut dire que tu vis à Bali, tu as une situation un peu complexe. Tu vas me dire, OK, j'étais faire la fête le soir, ça s'est mal passé avec, par exemple, on va prendre le cas un peu spécifique, hein, avec une escorte. Aujourd'hui, la police est venue, m'a interpellé. Je suis en liberté, mais pas vraiment. Comment est-ce qu'on peut faire ? Okay. Nous, en fait, on va pouvoir envoyer des agents sur place qui vont pouvoir te donner les bons conseils, qu'on va pouvoir te dire, OK, là, on va réagir de cette façon, cette façon, cette façon. Parce que le but, c'est d'avoir des professionnels qui viennent et qui cadrent la situation, pas de réagir à chaud et de pas finir en prison non plus. Donc, on est capable de faire de l'extraction. Donc, extraction, c'est-à-dire que tu peux littéralement embarquer le gars et le faire sortir du pays. Ouais, à partir du moment où c'est pas un criminel, à partir du moment où il n'y a pas... voilà, ce que je veux dire, on fait attention aussi, quoi. Ce que je veux dire, c'est une affaire de pédophilie, non, vous nous oubliez. C'est une affaire parce que vous avez violé quelqu'un, non, vous nous oubliez aussi. Ce que je veux dire, il faut qu'on reste aussi du bon côté... la barrière, oui. La barrière. On ne peut pas se permettre, en fait, d'aller sur la zone grise. On reste toujours sur la zone blanche. Mais forcément, des fois, on est obligé d'apporter ce genre de service à nos clients parce qu'on est dans un pays étranger, on n'est pas forcément compris. La police nous comprend pas, on n'est pas chez nous. Donc, vaut mieux aller s'expliquer après, à l'issue, sur une ambassade,
par exemple, en France, plutôt que de rester dans un pays et se faire condamner pour... Oui, tu veux dire, tu extraques le gars, et puis après, lui, il va s'expliquer en France à l'ambassade du pays en question. Ouais. Là, il est dans un rapport qui est plus simple. Ouais, il n'y a pas d'extradition en France, donc c'est beaucoup plus simple pour lui. Oui, voilà, donc parce que, admettons, donc là, on prend l'exemple de Bali, donc c'est l'Indonésie. S'il y a un problème en Indonésie, on a vu des gens lourdement condamnés pour des choses qui, clairement, où il aurait juste pris quelques années en France, par exemple. Bien sûr. Là, il serait extrait de l'Indonésie par vos services, il arrivera en France, puis là, il irait s'expliquer à l'ambassade, ce qui, effectivement, serait un rapport de force un peu plus sain pour lui. Ouais. Ok. On l'a bien vu dernièrement, je ne sais pas si tu as un petit peu suivi l'affaire un petit peu de Carlos Ghosn. Oui. Qui était complètement dépassé. Il demande de l'aide à la France, il demande de l'aide au Liban, il demande de l'aide au Brésil parce qu'il a 3 passeports. Lequel prend l'affaire en compte, on ne sait pas vraiment. Puis même, qu'est-ce qu'ils peuvent faire finalement ? Bon, ils peuvent apporter une assistance consulaire, mais... Voilà, aujourd'hui, ce qu'ils faisaient, voilà, ils ont apporté chacun une assistance consulaire. Donc, il y avait, ils venaient lui rendre visite quand même régulièrement. Il y avait l'avocat aussi qui était autorisé de chaque partie à venir. Mais est-ce que ça a vraiment avancé son dossier ? Non, pas vraiment. Oui, alors Carlos Ghosn, c'est très intéressant parce que du coup, il a fait appel à une société de services privés. Je rappelle quand même, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est qu'en gros, il a affrété un jet privé. Et il était assigné à résidence chez lui. Il n'avait pas le droit d'en sortir. Il est sorti dans une caisse pour les instruments de musique qui a été chargée dans un jet privé qui allait au Liban via Istanbul. Pour se ravitailler. Et comme il est libanais, Carlos Ghosn, le Liban n'extradite pas ses citoyens. Exactement. Ouais. Il pourrait aussi être en France ou au Brésil d'ailleurs, mais la France le recherche aussi pour d'autres raisons. D'autres faits. Donc il pourrait être juste au Brésil ou au Liban là actuellement. Donc assez simple pour lui maintenant, aujourd'hui, comme il a pu s'expliquer, c'est beaucoup plus simple dans ces conditions. Le système japonais est quand même spécial, il faut le dire, d'après ce qu'il a raconté. Ouais, c'était assez complexe. Il était dans une prison quand même qui est assez dure pour lui. Il n'y a pas de... c'est pas la prison française. C'est pas un système occidental. Voilà, ils s'attendent à ce que tu sois coupable, que tu fasses des aveux. Tu restes 3 mois, très complexe, 3 mois de garde à vue, on pourrait dire. C'est bizarre. C'est pas la même chose que chez nous. Il y a un risque quand même parce que le pilote de l'avion et l'équipage ont été condamnés à la prison au Japon pour avoir... Qu'est-ce que je veux dire ? Nous, le but, c'est pas... on n'est pas là non plus pour faire... pour faire de l'extradition notre métier. Ce que je veux dire, nous, on est là pour apporter une aide à nos clients. On n'est pas là pour se dire, tiens, on va se faire un mec et puis on va l'extrader. On a eu plusieurs demandes que j'ai refusées parce que on doit aussi évaluer en fait le risque. Mais le but, en fait, c'est toujours en fait mettre notre client dans de bonnes conditions pour pouvoir en fait lui permettre d'avoir des voies un petit peu navigables dans son avenir. Donc toutes nos missions en France, ce que je veux dire, sont scrutées. On ne fait pas ce qu'on veut. Ce que je veux dire, si on peut apporter un petit plus à nos clients, on le fera forcément, comme tout service en France. Ça veut dire que demain, ils nous demandent, OK, est-ce que vous pouvez m'avoir un petit passe-droit par rapport à ça ? On va voir ce qu'on va pouvoir faire, dans la mesure du possible. Si on peut le faire, on va le faire. Si on ne peut pas le faire, on lui dira non, clairement, on ne peut pas le faire. Mais c'est ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, quoi. Alors, pour revenir aux cryptos et aux enlèvements, j'ai vu des infopreneurs, des entrepreneurs qui partagent de manière très transparente leur nombre exact de cryptos, le nombre de bitcoin, d'Ethereum, etc. Déjà, la première défense, ça serait peut-être de ne pas en parler, d'être évasif sur le sujet. C'est un peu osé, on va dire, surtout à cette période. Moi, je ne montrerai pas du tout mon wallet. C'est clairement se mettre une cible sur la tête. Je me rappelle du cas Anthony Sirius à Dubaï, qui montre sa mère au quotidien dans ses vidéos, qui montre qu'il a les plus belles voitures de Dubaï, et ensuite qui montre son wallet tous les jours. Ah oui, il montrait son wallet tous les jours. Ouais, tous les jours. Donc forcément, au bout d'un moment, il a eu des menaces. Alors après, à Dubaï, c'est quand même ça. D'ailleurs, on est en train de faire cette interview à Dubaï. On vit tous les deux dans cette ville depuis un moment. Toi, depuis 3 ans et demi. Et moi, ça fait 7 ans. C'est clairement un des endroits les plus safe du monde. Ouais. Après, il n'y a aucun endroit qui est à 100% safe. Et puis, surtout, on n'est pas à Dubaï en permanence. Non, mais c'est juste que c'est super, en fait, complexe. Ça veut dire que le mec, il dit, j'ai 1 million, il monte son wallet tous les matins, il montre qui est sa mère. Sa mère ne vit pas à Dubaï. Sa mère vit en France. Ouais, donc ça, c'est une grosse... Au bout d'un moment, il faut réagir.
Et il n'est pas inquiet, voilà, jusqu'au jour où il commence à avoir des menaces. Et là, bizarrement, il décide de faire une vidéo, alors super intelligente, où il dit, voilà, j'ai vendu tous mes actifs crypto et j'ai acheté que des apparts sur Dubaï. Voilà, que ce soit vrai ou pas, Ouais, c'est malin de le dire. Mais en fait, il est, voilà, fallait pas parler, quoi. Oui, fallait pas parler au départ, ouais. Directement. Et là, aujourd'hui, il s'est mis une grosse target sur la tête. Et c'est très complexe aujourd'hui pour lui à vivre. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui ne l'aient pas cru, ouais. Bah, ouais. Que ce soit vrai ou pas, d'ailleurs. Bah, que ce soit vrai ou pas. Ouais. Dans tous les cas, il a bien fait de dire ça, mais il aurait mieux fait de rien dire du tout. Ah ouais, clairement, ouais, la meilleure chose, c'était de se taire. T'as le droit de parler de ton patrimoine, mais ne dis pas quel pourcentage que tu as en crypto. Ouais, bien sûr. Parce que c'est... Ouais, parce qu'il y a certaines personnes qui vivent en fait de ça. Souvent on me dit bah moi c'est vrai que je mets beaucoup de vidéos de moi avec ma Lambo, c'est mon lifestyle, c'est ce qui me permet de gagner ma vie aussi. Ça je comprends. Et ils me disent est-ce que je dois arrêter ça? Non, je peux pas te dire demain arrête tout ça parce que c'est ce qui te permet de vivre, de faire manger tes enfants, tout ça. Donc non, mais fais attention. Il y a des manières intelligentes de le faire. Prends des précautions. C'est-à-dire que demain, est-ce que tu as sécurisé tes arrières? Est-ce que tu sais à qui faire appel si tu as un problème? Et souvent, ces mecs-là sont en mode, ils ont des billes dans les yeux, quand ils sont en mode, non, j'ai jamais pensé à ça. Bah ouais, mais c'est super important, parce que le jour où ça va t'arriver, en fait, il faudra réagir. Oui, alors, on est nombreux finalement à jamais avoir vraiment vécu d'actes de violence. Et la première fois, ça peut vraiment être surprenant et traumatisant, mais pour toi, c'est ton quotidien finalement. Ouais, moi, c'est mon quotidien, il n'y a pas de souci, on sait réagir à ça. C'est juste que moi, je vous le dis, c'est que ça peut avoir des proportions qui sont énormes. Sur votre vie de famille, sur votre vie de couple aussi. Parce qu'une personne qui vient vous agresser, souvent, ça laisse des séquelles. Hein. On va pas se mentir. Moi, aujourd'hui, j'ai des demandes qui vont de la protection journalière, la protection directement à l'année, ou de la personne qui va juste sur Paris faire son shopping et qui veut que sa femme, en fait, soit tranquille. Donc aujourd'hui, on a ce genre de demande. Ça veut dire qu'elle va faire 3 jours de shopping à Paris. Ils nous disent, bon, OK, voilà, vous la réceptionnez à l'aéroport, elle sera à tel hôtel, et pendant 3 jours, on s'occupe d'elle. Parce qu'il n'a pas envie qu'elle se fasse agresser, parce qu'il n'a pas envie qu'elle finisse avec un syndrome post-traumatique en revenant de Paris et qu'elle soit complètement bouleversée. Donc ça, c'est une réalité. Donc on a différentes demandes. On n'a pas que du kidnapping et que de la violence aussi au quotidien. On est beaucoup sur une phase de prévention aussi pour nos clients, quoi. Je vois l'intérêt, tu vois, il faut réfléchir à ça un peu plus que ce qu'on fait de manière générale. Je pense que la plupart des gens ne pensent pas assez à leur sécurité. En particulier, beaucoup d'infopreneurs ont quand même un certain succès financier, le montrent facilement. On a la culture un peu de la transparence aussi auprès de notre public. Mais donc, comment trouver l'équilibre entre la prudence et aussi ne pas tomber dans la paranoïa et faire de ta vie un bunker parce que tu as peur de tout? Non, c'est pas tomber dans la paranoïa, c'est juste en fait prévoir cet élément. Aujourd'hui, au quotidien, beaucoup d'infopreneurs sont en mode un petit peu, comme tu le dis souvent, freedom, tu vois ce que je veux dire. Donc, on ne dépend pas d'un État, on est vraiment en mode libre, on va aller chercher différents pays, on va aller chercher différents passeports parce qu'on veut notre liberté. Je peux le comprendre. C'est mon cas. Hein. Ouais, non, mais je peux le comprendre et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui ont cette vision des choses. Moi, je suis vraiment plus en mode étatique parce que je me dis que demain, si tu vas à Bali et que tu te fais capturer dans une putain de grotte, c'est qui va aller te chercher? C'est pas avec ton passeport de l'île Palo qu'ils vont envoyer un porte-avions, qu'ils vont envoyer un porte-hélicoptère et qu'ils vont envoyer des forces spéciales pour pouvoir te libérer. Alors, moi, c'est rigolo parce que j'ai effectivement, j'ai toujours le passeport français, mais j'ai aussi un passeport d'Antigua. J'en parle dans mon dernier livre. Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays. Et effectivement, que j'ai acquis parce que je voulais pas dépendre d'un seul État. Mais tu as raison, effectivement, dans ce scénario-là, clairement, je m'attends à rien d'Antigua. C'est une petite île de 50 000 habitants dans les Caraïbes. Ils vont rien faire du tout. Après, la France ne va pas non plus envoyer un porte-avions pour me libérer. Mais oui, il y a des opérations, effectivement. Attention, la France est quand même très réputée au niveau militairement parlant. Je pense qu'on est dans le top 1 au niveau de la libération d'otages. On peut le voir. Je me rappelle notamment au Mali, il y avait eu... Partout, que ce soit au Mali, que ce soit dans... Ça se finit pas toujours bien, d'ailleurs. Voilà, ouais. Mais au moins, Somalie, c'est tenté. aussi. C'est tenté, ouais. En Afghanistan, moi, je me rappelle quand j'y étais, on était... petite anecdote,
des journalistes qui étaient sur l'aéroport, devaient repartir en France, décident d'aller visiter un petit village à côté parce qu'ils avaient une petite heure à attendre. Manque de bol, ils se font capturer. Déclenchement de la QRF, Quick Reaction Force, directement on est mobilisé. Des unités de force spéciales décident d'aller libérer les journalistes. Manque de bol, je crois qu'il y avait eu 1 ou 2 morts dans les forces spéciales pour la libération de ces journalistes. Donc pour moi, c'est honteux parce que voilà, on leur donne des consignes, vous restez à l'aéroport, vous quittez pas l'aéroport. Aujourd'hui, il y a 2 personnes en fait qui sont mortes à cause de ces mecs-là, quoi. Parce qu'ils ont été inconscients. Mais sauf que nous, l'État français, ce que je veux dire, on va y aller. Parce qu'on se dit, voilà, c'est des Français. Mais faut pas espérer en ayant un passeport des îles Vierges que demain, en fait, ils vont venir et puis ils vont vous porter secours. Ça, c'est sûr. Après, c'est quand même des HK. Je veux dire, le risque que ça t'arrive à toi est extrêmement faible. Ouais, t'as plus de chances de te faire écraser par une voiture. Oui, mais ça arrive pas qu'aux autres. Et quand ça arrive, en fait, on est là... parce que moi, toutes les personnes qui se sont kidnappées ou qui ont des tentatives de kidnapping, ils ont tous la même réaction. On pensait que ça arrivait qu'aux autres. On n'aurait jamais imaginé que ça arriverait sur notre famille. Et je leur dis, souvent, c'est la même réponse que j'entends, mais le risque est là. Et aujourd'hui, le risque, il est encore plus élevé sur les infopreneurs et les personnes de la crypto qu'il y a 5 ans. C'est sûr. Il y a 5 ans, ça n'existait pas, tout ça. On n'en entendait pas parler. Donc voilà, il y avait peut-être 2-3 mecs qui se la mettaient entre eux, et puis voilà, ça en restait là. Mais aujourd'hui, comme on a pu le dire, la petite criminalité a évolué. Dans les prisons, on parle de quoi ? Infopreneurs, personnes de la crypto. Voilà, c'est ce qu'on veut se faire. Pourquoi ? Ça rapporte. Ce que je veux dire, demain, je me fais un mec, je fais 1 million sur lui, même si je pars 5 ans en prison, mais je suis tranquille. Mais les 1 million, ils seront quand même... Ils seront où ? Donc, tu les envoies à crypto et tu dis que c'est ton complice qui les a, c'est ça ? Bien sûr. Ouais, là, tu vas prendre 10 ans plutôt que 5, non ? Tu penses ? Non ? Tu penses que la justice est trop laxiste ? Bien sûr. Aujourd'hui, bien sûr. Parce que il va y avoir une surcharge des prisons, il va y avoir un Covid. Donc, il y a trop de monde. Du coup, on vide les prisons parce qu'il y a trop de monde par rapport au Covid. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein de faits, en fait, qui rentrent en compte. C'est-à-dire que demain, la justice, en fait, elle va pas réagir comme toi et moi. C'est-à-dire que, non, mais tu te rends compte, ce mec a une famille. Il a 3 enfants à charge. Si on lui met 10 ans de prison, qu'est-ce que va devenir sa famille ? Et je pense qu'il a compris. Il a compris, aujourd'hui. Sauf que les 1 million sont plus là. Mais en même temps, pour obliger quelqu'un à te filer ses cryptos, il faut vraiment être très fort dans la menace et donc typiquement menacer physiquement. Pas du tout. On l'a vu avec la société d'Eric Kershave qui se fait couper le doigt parce qu'il voulait... Et d'ailleurs, Ledger a commencé à envoyer un petit peu de crypto, mais pas tant que ça. C'est ce que tu sais. Ouais, ok. Tu penses qu'ils ont payé le... Bon, c'est pas ce qui a été dit officiellement. Voilà, donc c'est juste une voix officielle qui a été dit. Ok, il y a eu tant de données, mais la réalité, elle est peut-être différente. Nous, on connaît une partie de la vérité. Et souvent, c'est bien différent de ce qu'on pense. Ça veut dire que demain, tu me dis, tiens, Cédric, c'est compliqué de me faire chanter. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Même sur toi, sur ta propre personne ou sur ta famille, je vais réussir rapidement à te faire chanter. Alors, comment tu ferais pour un infopreneur classique que tu veux faire chanter ? Infopreneur classique. Le but, c'est pas de donner des idées aussi, tu vois ce que je veux dire. Bon. Mais je peux t'expliquer assez rapidement, hein, c'est très simple. Hein, je vais savoir où est-ce qu'il y a un peu l'infopreneur. Je vais envoyer un de mes mecs sur place. On va venir s'occuper de la famille, peu importe, hein, que ce soit la grand-mère ou peu importe. Pas la grand-mère, parce que souvent on s'en fout de la grand-mère. Ouais, on a un peu moins piqué quand même. Non, la mère, c'est mieux. Ah ouais, wow. Ouais, tu vois, par rapport à l'âge. On va dire, bon, la grand-mère a bien vécu. Donc, peu importe. On va se dire la mère. Et j'ai commencé à lui faire des sévices. Mais là, justement, dès que tu commences à faire ça, là, tu prends pas 5 ans, c'est sûr, tu prends beaucoup plus. Oui, mais le risque est plus important, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est juste incroyable, quoi, ce que je veux dire. Parce que c'est pas toi qui vas prendre le risque en tant que commandant.
c'est un mec qui aura l'âge de 15, 16, 17 ans. Aujourd'hui, si tu regardes un petit peu l'actualité, tous les mecs qui sont venus faire des kidnappings, ils avaient quel âge? Entre 15 et 17 ans les derniers. Ah ouais? Non, mais il y avait des gens plus de... Non, mais je te le dis, hein, moi je vois au quotidien, parce que voilà, on est quand même... Il y a pas mal de personnes qui nous appellent par rapport à ça. Et maintenant, ils essayent de prendre de plus en plus des mineurs. Parce que les mineurs risquent moins. T'es sûr? Moi, j'avais vu plutôt plus de 20 ans, mais... Certains, mais pas tous. Pas tous. Si tu regardes vraiment, moi, je peux te dire que là, j'ai un cas dernièrement qui s'est passé. Les quatre étaient mineurs. Ok. Ouais. Et souvent, c'est même dangereux d'avoir des mineurs parce qu'ils ont rien à perdre. Ils ont encore cette inconscience, ils sont encore ok, je dois prouver quelque chose pour faire partie du groupe. Donc, ils sont beaucoup plus dangereux qu'une personne qui aura 25 ans et qui sera beaucoup plus réfléchie. Donc, ils se sont fait embrigader, finalement, tous ces... Bien sûr. Bien sûr. Donc, assez simple, hein, ce que je veux dire. Et puis, on lâche facilement le morceau parce qu'on se dit, voilà, on veut pas faire de mal à nos proches, ils sont pour rien. Donc, bizarrement, on lâche souvent ce qu'on a. Et ce qui est super important, c'est les enquêteurs, quand ils viennent, ils négocient avec notre argent. Ouais. Nous, aujourd'hui, si vous passez par notre société Lima Protection, on a des assurances. Nous, on couvre, par exemple, à hauteur de 500 000 €. 500 000. Ouais, en cas de kidnapping. Si vous voulez plus, vous passez directement en direct avec l'assurance. Mais nous, directement, on a cette assurance à 500 000 €. Donc l'assurance paye 500 000, les ravisseurs. Bah, tu payes en premier et l'assurance te rembourse. Ok, d'accord. Mais il va falloir prouver qu'il y avait un contrat de protection rapprochée qui était lié entre nous, que tu as mis en place tout ce qu'il fallait pour pas te faire kidnapper, toi ou tes parents. Donc, ouais, c'est des choses qu'on met en place. Et donc, tu dis que tu es étatique. Ouais. Donc, ça veut dire que tu crois en la nécessité de l'État pour protéger les individus, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc, c'est intéressant, mais en même temps, donc, ça fait 3 ans et demi que tu es à Dubaï. Il n'y a pas une contradiction là-dedans? Non, du tout. Dubaï, c'est vrai que c'est un spot où on va facilement rencontrer des personnes qui sont intéressantes. On va pas se mentir, c'est vrai. Des personnes qui sont connectées. Et je pense que tu peux pas me contredire là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi. C'est un mastermind permanent, Dubaï. Exactement. Du coup, moi, en termes de business, c'est juste incroyable. Parce que je rencontre des personnes que forcément, si je reste sur Paris, je vais pas pouvoir rencontrer. Et j'ai des opportunités sur Dubaï de pouvoir me connecter avec eux. Ces personnes sont intéressées, qui parlent à d'autres personnes, et c'est comme ça qu'on monte. Et on monte tous, que ce soit toi, que ce soit moi, sur Dubaï, en fait, on s'élève. Et ça, c'est une réalité. Après Dubaï, il y a beaucoup de personnes qui y vont pour échapper un petit peu aux taxes, pour échapper à différentes choses. Moi, mes sociétés sont en France. J'ai 5 sociétés. Les 5 sociétés sont en France. Pourquoi? Parce que je travaille avec l'État. Je peux pas me permettre demain d'avoir une boîte à Dubaï et dire ok, je suis directeur d'une société de protection rapprochée. Ça fait pas sérieux. Ce que je veux dire, quand on envoie le contrat et qu'on dit ouais, bah tiens, ils ont une société de protection rapprochée, elle est où? Dubaï. Ouais, non, c'est pas top. Quand on est basé sur Paris, c'est beaucoup plus sérieux. On est régulé par le ministère de l'Intérieur. Tout est carré et au moins, il n'y a pas de risque. Après, il faut faire attention parce qu'il y a société de protection rapprochée et société de protection rapprochée. T'as du très très bon et t'as du très mauvais aussi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as 56 000 gardes du corps en France. C'est beaucoup, 56 000. Ça fait il y a plus de gardes du corps que de policiers municipaux. Wow. Tu te rends compte? Pourquoi ce chiffre? Pourquoi ce nombre? À l'époque, on avait le CPF, compte personnel formation, il me semble. Oui, qui permet de faire financer... Qui permet de financer une formation au cours de ta carrière, quand tu as assez de points. Du coup, toutes les personnes qui étaient agents de sécurité, boulangers, peintres, et qui se disaient, putain, j'ai toujours rêvé, en fait, d'être garde du corps, ils avaient cette possibilité. Donc, le mec qui a fait de la peinture pendant 10 ans et qui se dit, j'ai regardé le film Bodyguard hier, c'est ça que je veux faire. Il a la possibilité. Sauf que, il était formé sur 2-3 semaines. Est-ce qu'on est un bon garde du corps quand on est formé sur 2-3 semaines? Non, clairement non. Voilà. Je dis pas qu'il y avait des agents de sécurité qui étaient pas bons, parce qu'il y a certains agents de sécurité qui sortent du lot,
qui ont un peu ce bon sens paysan, qui ont cette protection qui est innée chez eux. Donc il y a de très bons profils. Moi, je me suis pas orienté là-dessus, quoi. Je me suis orienté plutôt sur des profils, comme je t'ai dit, expliqué, police, gendarmerie, armée. Pourquoi ? Parce que dans le passé, il y a eu pas mal d'histoires que j'ai pu entendre, que j'ai vues aussi, que ça s'est mal passé avec des clients, où la protection rapprochée se retourne contre le client. Ils sont partis avec les voitures lors d'un week-end. Le client a perdu 3 voitures. Ah ouais. Ouais. Bon, là, c'est le scénario catastrophe. C'est quand Ouais, bien sûr, mais ça arrive. tes gardes du corps se transforment en ceux contre quoi ils doivent te défendre. Ah, bien sûr, ça devient le loup. Parce que on n'est pas forcément sur des personnes qui sont loyales, qui sont fidèles. Et ça, c'est ce que je dis au quotidien, c'est le plus important. Mais la donc, loyauté, la fidélité. Ouais. Nous, dans notre société, ce que je veux, moi, c'est des mecs qui sont bons. Mais le plus important pour moi, c'est qu'ils soient loyaux, fidèles. Et c'est pour ça qu'on recrute parmi les forces étatiques, donc je suis pro-étatique, parce qu'ils ont ils ont été formatés. Alors certains diront non, ils ont eu une instruction. Non, pour moi, c'est un formatage. Voilà, quand t'es un militaire, t'as un formatage. Ouais. Puis comme tu dis, ça coûte cher, c'est des années d'entraînement. Bien sûr. Puis tu deviens une machine, quoi. Puis c'est du réseau, c'est des personnes qu'on connaît, on a travaillé ensemble. Ce que je veux dire, moi, quand j'étais en police, du coup, j'ai travaillé avec pas mal de personnes. J'ai pu voir qu'ils m'étaient fidèles sur certaines opérations. Et je me dis, OK, ces mecs-là, je les récupère. Et aujourd'hui, ils travaillent pour moi. Et je leur fais confiance à 300%. Et puis, les clients qu'on a aujourd'hui, également, ils sont ravis. C'est toujours plus intéressant de se dire, OK, aujourd'hui, je vais sélectionner 3 gardes du corps, je vais prendre 2 gendarmes et un policier, quoi. Ça rassure. On va pas se mentir. Ce que je veux dire, si on a le choix dans une société de protection rapprochée, on va aller vers la facilité. On va se dire, OK, qu'est-ce qui me rassure le plus ? C'est bête, je veux une personne qui parle la même langue que moi. Ah oui. C'est éviter quiproquo. Ouais. Parce que souvent... Quand tu es en situation de stress, c'est bien sûr, comme qu'on le voit quand on a des problèmes de santé. Je préfère parler avec un médecin francophone. Exactement. Quand je suis à Dubaï, je vais dans des cliniques françaises. Ouais. Pourquoi ? Parce que je veux pas qu'il y ait d'incompréhension. J'ai beau savoir parler anglais, je ne veux pas. Je comprends. Et je pense que toi, c'est exactement pareil. Et lorsqu'on est dans une situation de stress, on a besoin d'avoir des éléments qui sont précis. Et c'est pareil, la protection rapprochée, c'est... on est des pianistes. On ne joue pas avec la vie des gens. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas d'interprétation. C'est juste pas possible. Et donc, tu es étatique dans le sens où tu comprends le rôle de l'État dans la sécurité. D'ailleurs, c'est complètement... tu pourrais être un libertarien minarchiste et être étatique, parce que finalement, le libertarien minarchiste, il croit dans l'État minimal comme mal nécessaire, mais typiquement, c'est la sécurité. Hein. Ouais, bien sûr. C'est armée, police, justice, des choses qui sont difficilement privatisables complètement. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, toi, tu es dans une sorte de sécurité privée, mais qui n'est pas complètement autonome par rapport au pouvoir, à la sécurité de l'État. Là, j'étais en Afrique du Sud récemment, et à Johannesburg, par exemple, il y a vraiment une police normale et une police privée. Et tous les gens qui ont un peu d'argent, ils ont souscrit à la police privée parce que la police publique n'est plus suffisante pour assurer leur protection. Ouais, mais si tu regardes avec ta vision un petit peu, d'un petit peu plus loin, tu as la police nationale. C'est la police étatique. Oui. Aujourd'hui, quelle autre police t'as ? La gendarmerie. Non. OK. La police municipale. Ouais. OK. Qui est une seconde police. Mais eux, ils sont pas armés. Tu rigoles ou quoi ? Ouais, ils se baladent sans pistolet. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. C'est une police des contraventions, j'ai envie de dire, tu vois. Ah non. S'il y a un braquage, c'est pas eux qui vont intervenir. Je peux pas te laisser dire ça. Non, OK. Non. Ok, on va remettre les choses dans le contexte. Vas-y. Ok, police nationale. Moi je les respecte. Très belle police qui fait avec les moyens qu'ils ont. Ensuite, on pourrait parler d'une police privée lors d'une police municipale, parce que c'est une police du maire. Ok. Donc c'est le maire qui va mettre les moyens pour pouvoir protéger sa population. Mais ils n'ont pas le droit de porter des armes. J'y viens. Ok. Souvent, on dit dans certaines communes que les polices municipales sont des mercenaires. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils sont armés, surarmés. Ah bon ? Ça va du Glock 17 au flashball, au taser. Les mecs sont habillés tout en noir.
Ils ont des Ford Ranger V6 200 chevaux. Ils sont mieux équipés que la police nationale. Attends, mais des Glock 17, c'est des pistolets normaux. Ouais. Ils ont le droit de porter ça? Bien sûr. Ok, bah écoute, absolument. tu m'apprends un truc. D'accord. Faut que tu fasses un tour. Tu vas venir faire un tour. Après, moi, ça fait 10 ans que je suis parti. Dans donc, le 93, en brigade de nuit, t'inquiète, je vais t'emmener là. Ok. Mais ouais, hallucinant. Aujourd'hui, les maires mettent les moyens. Et ça ressemble plus ou moins, même si c'est vraiment. Voilà, l'État a quand même un contrôle dessus. Ça ressemble plus ou moins à une police privée. C'est-à-dire que le maire, par exemple, à Saint-Denis, il a 120 agents. Et donc, s'il y a un braquage à Saint-Denis, qui intervient du coup? Primo-intervenant. Ah, le premier qui arrive sur municipale. place. D'accord. Bien souvent. Parce que la police nationale est dépassée. Ce que je veux dire, c'est... Moi, je vais te raconter une histoire. 80 000 habitants, une commune. Police nationale, une police secours la nuit. 3 effectifs. 3 personnes. Ouais. Ok. Une BAC. 3 personnes. C'est tout. Pour 80 000 habitants. C'est pas beaucoup, ouais. Police municipale, 40 personnes la nuit. Et donc, alors, comment ça se fait? C'est parce qu'il y a les finances publiques sont dans un tel état qu'ils ne peuvent plus payer. Ouais, c'est compliqué. C'est que au bout d'un moment, en fait, ils peuvent pas envoyer du fonctionnaire, envoyer, et ils disent aux mairies, ok, bah maintenant vous prenez un peu le relais parce que nous, on est un peu dépassés. Donc, vous avez aussi votre charge de sécurité à prendre. Donc, les maires ont la décision d'armer ou pas leur police, parce que c'est la décision du maire. Donc, bien souvent, aujourd'hui, je dirais que c'est 60% des polices municipales qui sont armées. En Ile-de-France, voilà, c'est beaucoup plus. Mais c'est des vraies polices. C'est des polices du quotidien qui interviennent. Strasbourg, tu te rappelles des attentats? Au marché de Noël? Ouais. C'est qui C'est la police municipale? Police municipale qui abat. D'accord. Nice. C'était aussi la police municipale? Police municipale. La femme qui a tiré sur Voilà, le... on trouve du 38 spécial dans le corps de l'individu. 38 spécial, c'était la police municipale de Nice qui en avait, pas la police nationale. Donc, il y a plein d'éléments comme ça. Tu vois, à Nice, pareil, le prêtre, je sais pas si tu te rappelles. Non, je n'ai pas suivi. Voilà, pareil, attentat, qui se fait attaquer, la police municipale intervient. C'est eux qui neutralisent l'individu. Ok, donc tu es en train de dire qu'il y a déjà 2 niveaux de police en France, même 3 avec la gendarmerie, parce que c'est les campagnes. Ouais, c'est plus ou moins les campagnes, la gendarmerie. Mais des fois aussi, il y a des juridictions qui sont un peu floues, on ne sait pas trop si c'est la police ou la gendarmerie qui doit intervenir. C'est très complexe, surtout aujourd'hui. Souvent, on dit que c'est la campagne. Non, par exemple, je te prends le PSIG d'Evry. Le PSIG d'Evry, eux, ils sont plein milieu de la cité, et puis c'est la gendarmerie. Ouais, donc c'est vraiment très complexe à comprendre un petit peu sur les secteurs. C'est juste que la gendarmerie a des secteurs qui sont très larges. Donc, pas évident pour eux de couvrir, en fait. Ils ont jusqu'à 60, 80 km, quelquefois, à couvrir pour une patrouille. Ouais. Donc, très complexe. Ça fait beaucoup, ouais. C'est pour ça que les maires, aujourd'hui, mettent les moyens. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'il y a déjà une protection multicouche avec des réseaux plus ou moins indépendants. Et puis, quelquefois, tu as des maires qui n'ont pas assez d'argent, ils mettent tout l'argent en commun, et puis ils vont créer une police intercommunale. Mais ça vient du constat que la police nationale n'est pas suffisante. Il y a trop de... C'est qu'il y a une demande aussi, aujourd'hui en France, de quoi on parle. Alors, c'est sûr, on parle du pouvoir d'achat, mais je pense que la priorité des Français, c'est la sécurité. On ne se sent pas en sécurité en France. Je pense que beaucoup de gens voient la dégradation, ouais. Moi, j'adore mon pays, je suis patriote à 300%. Je vois que par la France, à l'étranger, quand j'y vais, je prône pour une belle France. Je leur dis, mais non, aller en France, c'est incroyable. Au fond de moi, je sais comment c'est devenu. C'est devenu une catastrophe. Petite anecdote, cet été, j'étais aux Philippines, j'ai voulu louer un scooter. Ils m'ont refusé car j'étais français. Ah bon, mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Français qui viennent et qui n'ont pas forcément un comportement qui est honorable. Incroyable. Et qui régulièrement mettent les scooters, mettent les motos en miettes, quittent le pays. Et du coup, les sociétés de location de motos ne veulent plus louer aux Français. Incroyable. Et ça m'avait choqué. J'étais en mode, mais attendez, je suis sérieux, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Non, ils n'ont pas voulu me louer. Tu ne peux pas payer une caution? Non. Et c'était à quel endroit des Philippines? Philippines, c'était à El Nido. El Nido, que je connais très bien. Okay. Ouais.
Vu que j'ai fait plusieurs endroits aux Philippines, c'est pour ça, mais ouais, incroyable. El Nido, c'est vraiment top. Eh ben, incroyable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français là-bas en plus. Il y a beaucoup de Français même qui se sont établis, qui ont des restaurants et tout ça. Attention, voilà, je généralise pas, mais ce que je veux dire, on n'a pas forcément une bonne réputation à l'étranger. Je pense que tu peux le voir. Aujourd'hui, qui se dégrade, je pense que tu vas en Thaïlande. Franchement, ils en ont marre un peu des Français, quoi. Mais donc, oui, là, tu dis qu'il y a une perception de la dégradation de la sécurité en France, c'est vrai. Après, moi, je relativise toujours, même si clairement, je pense que la France, là, je ne suis pas très optimiste sur les 10 à 20 prochaines années. Mais moi, tu vois, je vais beaucoup au Brésil. Là, j'étais en Afrique du Sud. Le Brésil, c'est bien plus dangereux que la France. Et je veux dire, on a encore du boulot avant d'en arriver là, tu vois. Bien plus dangereux. C'est 2 fois plus risqué que... Ouais, mais bien plus dangereux à quel niveau? Disons que, par exemple, tu vas à Rio, c'est vraiment une ville... Tu peux plus sortir, tu peux pas sortir avec le moindre signe extérieur de richesse parce que c'est à peu près à 100% sûr que tu vas te faire voler va en Seine-Saint-Denis le soir. D'accord, mais pas à Paris même, tu vois. Prends ta Rolex et puis amuse-toi. Oui, bien sûr, mais à Paris, tu peux te balader avec ta Rolex dans certains quartiers. À Rio, c'est pas possible. Alors, t'as Paris 8 quand même qui est sécurisé parce qu'il y a un gendarme au mètre carré. Ce que je veux dire, oui, t'as des quartiers, mais t'as des quartiers dans Paris, c'est fini. Oui, je suis d'accord. J'ai un ami qui s'est fait voler sa Rolex dans le... Tu vas sur Paris 18, 19, 20, c'est compliqué. Hein. Ce que je veux dire, si tu as une femme et que tu la laisses le soir voilà, en petite tenue pour aller marcher, ça va être compliqué pour elle. Hein. Et on le voit au quotidien. Ah oui, ça par contre, les femmes en petite tenue à Rio, il n'y a pas de problème. Ça, c'est que les signes extérieurs de richesse. De toute façon, tout le monde est à la plage à Rio, donc c'est pas le souci. Oui, mais bon, je relativise, mais effectivement, on peut le voir, et on voit aussi le contraste incroyable à Dubaï, où là, vraiment, c'est le genre d'endroit où on peut laisser son téléphone portable dans un bar 2 heures et on va pas te le voir. Ouais, bien sûr, ça c'est incroyable, ce que je veux dire, la sécurité qu'ils ont réussi à instaurer Dubaï, c'est juste fou. Pourquoi ? Parce qu'il y a pour moi, c'est un peu bête. Hein, c'est une force étatique policière qui est au pouvoir. Ça veut dire que tu fais la moindre bêtise, directement, tu es sanctionné. Oui. Il y a vraiment... J'ai une histoire, par exemple, c'était un café sur Dubaï, des Français qui se sont battus. Ils sont juste mis des gifs, ils ont pris 3 ans de prison. Ah ouais ? Ouais. Donc, j'avais pas entendu parler de ça. Donc c'est bien, quoi. Ce que je veux dire, moi, ça me plaît. Ça. Ça calme directement. 3 ans, ça fait beaucoup quand même. En France, t'as tendance à t'énerver. Ce que je veux dire, un mec qui te coupe là, voilà, qui te fait une queue de poisson, t'as envie de descendre de ta voiture et t'as envie de lui en mettre 2 et lui dire remets-toi dans le droit chemin. À Dubaï, bizarrement, tu penses à la casse-prison et tu dis non, je vais peut-être augmenter la radio et ça ira très bien, quoi. Donc, tu vois, c'est une perception qui est différente. Ouais, c'est une autre culture. Il y a un infopreneur, il y a une voiture en fait qui a failli, si je me rappelle bien, lui rentrer dedans. Et le gars a commencé à s'énerver, à insulter sa fille et tout ça. Et il était choqué parce que ça faisait des années qu'il était ici, qu'il n'avait jamais vu ça. Il a été porté plainte à la police. Ils ont retrouvé le gars avec les caméras. Et en fait, le gars allait prendre un avion pour sortir, puis il n'a pas pu sortir. Parce qu'en fait, quand tu as une plainte contre toi ici, directement, tu ne peux pas sortir tant que ce n'est pas réglé. Et donc le gars allait s'excuser au commissariat en présence de cet infopreneur. Il s'est excusé, et du coup l'autre infopreneur a lâché. Mais c'est ce genre de truc, effectivement, c'est une culture qui ne tolère pas l'insulte, qui ne tolère pas les signes d'agressivité. Ouais. Mais logiquement, il y a toujours moyen de s'arranger. C'est-à-dire que pour se retrouver en prison, il faut quand même l'avoir voulu, quoi. Oui, bien sûr. C'est dans le sens où si tu t'excuses et qu'il n'y a pas eu de violence dans les faits. Ouais. Bon, mais là, je ne savais pas que... Là, ils se sont tapés mutuellement. Et donc, en plus, c'est la police qui a intervenu parce qu'il y a personne... Eux, ils n'ont pas porté plainte l'un contre l'autre. Non, c'est la police. Ils ont pris 3 ans. Ouais, 3 ans. Ah, c'est sévère quand même. Hein, mais, non, c'est bien, moi, je trouve. C'est nickel. En tout cas, je trouve que vraiment, à Dubaï, j'en ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne, mais il y a un rapport qualité-prix entre ce que l'État te coûte et puis ce qu'il te donne derrière comme qualité de service, c'est démentiel. Hein. Ouais, bien sûr. Clairement, c'est infiniment meilleur que la France. Il n'y a pas photo par rapport à ça. C'est vrai, je suis entièrement d'accord. Et donc, tu vois, il y a beaucoup d'infopreneurs qui parlent en ce moment de la possibilité de renoncer à leur nationalité française parce que l'Assemblée, ça fait déjà plusieurs années qu'elle réfléchit à une possibilité d'imposer les Français sur leur nationalité, donc où qu'ils soient, comme le font les États-Unis.
Il y a déjà des amendements qui ont été adoptés plusieurs fois, mais qui ne sont jamais passés à l'Assemblée. Là, donc, il y a une semaine, il y a l'amendement classique qui est passé en commission, mais qui a failli passer à l'Assemblée. C'est à une voix qu'il n'a pas été voté. Faute de voix, il me semble. Ouais, une voix ou deux. Et donc là, on sent que, tu vois, alors, ça reste une forme de taxation sur la nationalité qui est très faible par rapport aux États-Unis. J'en parle dans mon livre. Là, déjà, donc, il faut que dans les 10 dernières années, tu aies vécu 7 ans en France ou 3 ans en France. Il faut que tu ailles dans un pays qui n'a pas de convention fiscale avec la France qui te protège. Dubaï est inclus parce que la convention ne s'applique qu'aux citoyens émiratis. Et que tu ailles dans un pays qui est 40%, qui a un salaire 40, enfin, qui a un taux d'imposition 40% inférieur à celui de la France. Et en plus, là, ils ont rajouté un truc, c'est qu'il faut au moins que tu gagnes 230 000 euros par an. Bon, ça fait beaucoup de conditions dans les faits. Ouais, je pense que ce sera très complexe à mettre en place. Mais ce que je veux dire, c'est que, admettons qu'un jour la France arrive à mettre ça en place, et que par exemple, là, les gens qui seront à Dubaï, ils vont être emmerdés. Parce que, bon, moi, ça fait 10 ans que je suis parti, donc je ne serais pas concerné, mais beaucoup des personnes, ça serait comme ça. Tu penses que ça serait une connerie de renoncer à la nationalité parce qu'il y aura quand même, tu peux perdre cette protection? Et que si tu comptes sur un passeport d'une île caribéenne, ça va pas le faire. Ouais, non, ce serait pour moi, ce serait un échec total. Faut faire attention. Alors, soit tu te dis, ok, tu peux avoir un passeport, par exemple, comme il me semble, c'était en Turquie, t'acheter 250 000 euros d'immobilier, tu pouvais avoir directement. Dollars, ouais. Ouais. Maintenant, c'est 400 000, ouais. 400 000 maintenant. Ouais, mais jusqu'à récemment, c'était 250 000. Ok. Ouais. Tu vois, j'ai ces chiffres en tête. Et après, tu peux acquérir la nationalité turque. Très complexe, très complexe. Ce que je veux dire, on se dirige tout doucement vers une guerre mondiale et on va pas se mentir, on le voit au quotidien. Ou au moins un monde très multipolaire. Voilà, c'est très compliqué, où la Chine est en conflit avec Taïwan, où on se dispute aussi les îles aux Philippines, il y a la Russie toujours avec l'Ukraine, les pays d'Europe de l'Est qui savent pas sur quel pied danser, est-ce qu'on est pro-russe, est-ce qu'on est pro-Occident, c'est très complexe. Renoncer à une nationalité, ça peut être un jeu dangereux. Attention, ça peut être un jeu dangereux. Comme je te disais tout à l'heure, faut pas oublier, c'est que demain, t'as le moindre problème, la France viendra pour toi. Je pense que la Turquie elle se déplacera même pas pour toi. C'est une bonne... la Turquie a un des meilleurs réseaux consulaires du monde, oui. Avec la France d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils vont se bouger? Oui, c'est. Tu vois ce que je veux dire, même si t'as le passeport. Sur le papier, tu l'es. Oui, sur le papier. Est-ce qu'ils vont considérer que tu l'es? C'est une bonne question. Tu vois ce que je veux dire, c'est bon, il a acheté 400 000 d'immobilier, c'est cool. On va pas se bouger pour un mec comme toi. Faut voir, parce que si la Turquie a un avantage à vendre son passeport comme ça, a priori oui, sinon il le ferait pas. Sûr. Il faut aussi qu'ils montrent qu'ils sont capables de défendre ces gens-là en cas de problème. Et tu penses que des Turcs sont capables d'aller mourir pour aller être libérés dans une grotte? C'est une bonne question. Moi, je pense pas. Ouais. Je te le dis. Je pense pas. Et je pense pas qu'ils iront. C'est pas la même mentalité qu'en France. Hein. Attention. Moi, je pense que le passeport français, quand même, il est bien utile. Je te mens pas que demain, ça m'embêterait aussi de faire partie de ces personnes-là qui soient taxées. Mais pour moi, c'est aussi un principe philosophique. C'est-à-dire que si ce principe est mis en place, tu deviens une sorte de néocère, comme au Moyen-Âge. Tu deviens la propriété de ton seigneur, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, là, c'est vraiment... Il y a aussi la notion de consentement à l'impôt qui en prend un coup, parce que voter avec ses pieds, c'est quand même un droit fondamental. Ouais, mais tu vois, et quand tu retires ça, est-ce que l'État ne perd pas quand même en légitimité à tes yeux? Mais tu vois, est-ce que tu veux rester citoyen d'un État comme ça? C'est ça aussi, hein. Qui te considère comme sa propriété et qui veut te garder dans ses filets fiscaux. J'ai toute cette fierté d'avoir mon passeport français, moi, donc tu me feras pas changer d'avis, tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais pas ce que je fais. Je pense que j'y renoncerai, mais ça serait pas de gaieté de cœur. Tu vois, vraiment. Ah ouais? Bah oui. Écoute. Et après, demain, si t'as un problème, parce que c'est bête, hein, t'as un problème, parce que c'est bien beau d'aller dans un pays voisin, d'aller dans un pays ami. Est-ce que tu connais? Oui ou non, vraiment? Est-ce que je connais la situation dans le pays? Bah oui, non, c'est sûr, pas autant, ouais. Non, ouais. Tu connais la police locale? Non, bah non. Tu connais les lois? Non. Est-ce qu'elles s'appliquent à toi, oui ou non? Je vais te prendre un exemple. J'ai un client, il a voulu acheter un appartement en Europe de l'Est. Super appartement avec une vue incroyable. Il achète cet appartement. Qu'est-ce qui se passe? 3 ans après, le prix était super cher. 3 ans après, il s'aperçoit que l'immeuble appartient à un mafieux. Quand même assez complexe. Le mafieux décide d'ouvrir un bar à filles
en bas. Lui, il dit, bah, attends, je vais pas le laisser faire comme ça, quoi. Il nous appelle, il dit, voilà, je voudrais des conseils. Ah bah non, c'est pas comme ça que ça se passait. Ah non, on n'est pas chez nous. C'était avant qu'il fallait checker. Vous nous auriez dit, ok, je veux acheter un appartement, est-ce que vous avez possibilité de checker? Oui, j'ai des possibilités. On va vous montrer en fait comment est-ce qu'on va pouvoir checker qui est le propriétaire de l'immeuble, qui est le propriétaire de chaque appartement. On va faire un case dessus, on va regarder, ok. On va jouer un petit peu de nos relations pour voir en fait si c'est des personnes à risque, oui ou non. Il s'avère que le mec faisait partie d'une mafia d'Europe de l'Est. Son adjoint est tombé en prison pour meurtre. Et tu veux aller te mettre en justice avec ce mec. Il faut avoir une sacrée paire de couilles. Ouais, surtout dans un pays qui n'est pas le tien, ouais. On va pas se mentir. Parce que le mec, il va dire, t'es gentil, les Frenchies, mais on va s'occuper de toi rapidement. Et crois-moi que tu vas déménager. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu déménages. C'est la seule option. Ce que je veux dire. T'as pas le choix. Puis tu vends ton appart avec une perte de plus-value parce que, voilà. Parce que clairement, le bar à filles, ça va pas augmenter la valorisation. C'est le mec qui va te le racheter, l'appart. Tu vois ce que je veux dire? Donc, très, très complexe. Aujourd'hui, si tu comptes pas sur l'État, tu comptes sur qui? Bah, sur des sociétés de protection privées, il faut avoir aussi les moyens. Oui, bah c'est ce qu'on voit en Afrique du Sud, par exemple. Ça coûte cher. Ouais. Ça coûte cher. Moi, je vois un garde du corps, c'est entre 750 et, on va dire, 1250 € par jour. Tu vois? Donc, c'est très cher. C'est très cher, quand même. Il faut avoir les moyens. Mais forcément, il y a un coût aussi d'avoir ces professionnels-là à tes côtés, qui va te permettre quelquefois de ne pas faire ces erreurs. Là, la personne, en l'occurrence, qui a acheté le bien, bah, il a perdu 40-50% de son bien, quoi. Donc, tu vois, la balance, quelquefois, est-ce que ça vaut le coup, pendant 3 semaines, de prendre une société de protection rapprochée, leur demander un petit peu des audits de sécurité, et leur dire, OK, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Est-ce que c'est safe? Mais là, du coup, c'est même pas juste de la protection rapprochée, parce que là, tu parles de garde du corps, mais là, vous êtes une sorte de mini-agence de renseignement, en fait. Non, parce que voilà, on n'a pas ce statut-là au niveau du ministère de l'Intérieur, mais c'est juste que, en fait, comme je t'expliquais, on va pouvoir, on va aller toujours un petit peu plus loin pour pouvoir aider notre client au quotidien, de par notre expérience. Ça veut dire qu'on va lui dire, OK, bah, faites attention. Ce que je veux dire, il n'y a pas besoin d'être une agence de renseignement pour savoir qui est le propriétaire des lieux. Ce que je veux dire, on va directement à la mairie, on demande, OK, qui est le propriétaire de cet appartement. La mairie nous répondra. Je veux dire, après, il faut juste avoir les contacts sur place, en Europe de l'Est, avoir un ou deux policiers sur place et leur demander, OK, est-ce que tu peux me filer un coup de main? J'aimerais savoir, c'est pour mon client. Souvent, ça pose pas de soucis, quoi. Ce que je veux dire, les mecs, ils nous aident volontiers, quoi. Oui, et tu vois, pour revenir au débat ou à la discussion sur renoncer à son passeport français en cas d'imposition sur la nationalité, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je pense qu'effectivement, enfin, bon, moi, ça fait 10 ans que j'ai quitté la France. J'utilise pas les infrastructures, ni les services publics. Ma carte vitale, je l'ai plus. Enfin, voilà. De toute façon, les gens savent pas. Souvent, ils disent oui. Au moindre problème, tu vas rentrer. Les amis, quand vous partez, vous êtes radiés en fait du système. Vous pouvez pas rentrer comme ça et l'utiliser comme ça. Mais alors, attends, pour finir. Par contre, je pense que quand même, effectivement, là où j'utilise encore les services français, ça serait effectivement comme sorte d'assurance avec les services consulaires, d'assistance consulaire, en cas de souci. Et ça a un coût. Moi, je suis prêt à payer ça, c'est payer le coût d'une assurance de sécurité qui serait fournie par la France. Ça me paraît OK. Parce qu'effectivement, je comprends bien. Alors, ça serait un head cage et il y a peu de risques que ça m'arrive un jour, mais je suis d'accord, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut t'arriver à toi aussi. Et donc, que tous les Français de l'étranger payent une assurance qui soit une assurance de sécurité, qui couvre justement les edge cases, ça me paraît logique, mais ça doit être un coût d'assurance, tu vois. Bien sûr. Si derrière on te dit non, ils le feront pas. Bah oui, mais voilà, mais le problème c'est que et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on est là, tu vois ce que je veux dire, et qu'on est présent. C'est qu'aujourd'hui, demain, si tu refuses ton passeport, t'appelles qui? Faut que ton choix soit quand même assez sensé, rapide et puis quand même clair. Et tu seras obligé de faire appel à des sociétés privées qui seront là, en cas de pépin, de t'assurer une protection. Ouais. Mais donc, bon, toi, tu dirais aux infopreneurs, si jamais là, ce genre de taxe passe,
prenez sur vous, mais renoncez pas à votre nationalité. Non, ce que je veux dire, non, le passeport français, voilà, c'est quand même on est, je crois, le 3e passeport le plus puissant au monde. Oui, bon, ça, c'est juste un classement sur le nombre d'accès, de pays auxquels tu as accès sans visa. Ouais, mais bon, des visas, ça se chope, c'est pas non plus... Mais quoi qu'il arrive, tu vois, le passeport français a quand même une signification, quoi. Oui, c'est un très bon passeport, on va pas se mentir. J'arrive pas, quand je me présente, tu vois ce que je veux dire, j'arrive pas avec un passeport des îles Féroé, tu vois, je suis en mode... Là, ça serait un autre débat. Est-ce que ton identité est forcément liée à un bout de papier, tu vois? Ouais, c'est comme. Ouais, est-ce que tu pourrais pas renoncer à ta nationalité tout en te sentant toujours français? Oui, c'est sûr, ça tu peux. Mais moi, je le ferai pas. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que... Parce que demain, t'es en bonne santé, là, tu vois ce que je veux dire, tout va bien pour toi. Moi, j'ai eu une opération dernièrement, je suis reparti en France. Ah bon? Mais comment t'as fait? Normalement, t'as été... Ah ouais, non, c'est parce que t'as encore tes boîtes là-bas. Ouais. Donc, t'es encore enregistré, non, d'accord. Mais même toi, t'y vas, t'es soigné en France. Mais non, pas du tout. Si, mais bien sûr que si. Et je te jure, j'ai étudié... On fait le test, si tu veux. J'ai étudié le sujet pour mon livre. Bah ouais. Tu es radié automatiquement dès que tu pars. Non, je te dis que non. Bah, écoute, si. Moi, j'ai pas de salaire en France. Ouais. Je paye toujours mais tes boîtes ma mutuelle, je paye toujours mon assurance. Mais tes boîtes payent l'impôt et tout ça. Mais mes boîtes payent des impôts, mais pas pour moi. Ok. Bah écoute, c'est pas ce que j'ai vu. Non, et au-delà de ça, moi, j'ai bien fait l'analyse. J'ai une assurance santé mondiale qui me couvre à hauteur de 1 million d'euros par an dans le monde entier, sauf les États-Unis, parce que les États-Unis, là, pour le coup, ça coûte très cher. Et ça me coûte 154 euros par mois. Ouais, mais en France, t'arrives en France, bonjour, je suis monsieur Intel. Oui, j'ai un problème, opérez-moi. Vous avez une assurance? Non, j'ai rien. Ah bah mince, c'est tout. Bon, bah voilà, on va faire l'aide médicale d'État. Ils vont te prendre en compte, et je peux te l'assurer. Oui, mais ok, mais bon, enfin... Moi, la première chose que j'ai vu constater en partant à l'étranger, c'est que l'idée que la Sécu, c'est le meilleur système du monde, c'est absolument faux. Hein. Non, c'est faux. Ouais. C'est vrai que quand tu peux le voir, 154 euros par mois, tu as une assurance mondiale. Ouais. C'est quand même pas mal. Oui, et tu vois la qualité des soins ici à Dubaï. Je suis désolé, mais... ouais, attention, hein, faut faire attention. Faut faire attention à quoi? Je suis pas d'accord avec toi. Ok, vas-y. Pourquoi? Parce qu'un médecin urgentiste en France, un chirurgien, il va opérer 2-3 patients par jour. Ici, à Dubaï, tu as une telle concurrence de chirurgiens qu'ils opèrent 1 à 2 fois par mois, certains. Je te le dis. Donc, ils n'ont pas cette pratique, c'est ça que tu dis. Ouais. Donc, mais en même temps, il n'y a pas d'attente non plus. Hein. Ouais. Donc, tu perds, en fait, sur l'efficacité du médecin. C'est ce que je veux dire. Ok, intéressant comme point de vue. Et ce qui est logique, c'est comme un policier qui va tirer tous les jours. T'es sûr de ça? Je suis sûr à 100%. Bon, parce que moi, ce que j'ai constaté, pas d'attente, spécialiste, tu les vois immédiatement. T'as le café avec le sourire. Mais bien sûr. La qualité de service, c'est démentiel. En moins d'une heure, tu peux te faire opérer à Dubaï. Et équipement derrière écrit aussi. Hein. Ouais, ils sont tous ultra équipés. Quoi. Je suis entièrement d'accord, mais sauf que la pratique, elle est différente. Et ça, je peux te l'assurer. Parce que demain, tu cherches, par exemple, n'importe quel type de médecin, t'en as, je sais pas... Là, en France, où on aurait 70 spécialistes, à Dubaï, tu vas en avoir 1700. Quoi. Non, mais ça, c'est bien quand même. C'est une réalité. Et par rapport à la population, comparé à la France, tu vois ce que je veux dire, et la population de Dubaï, la France, c'est 70 millions d'habitants quand même. Oui. Ici, on est 3,5 millions. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as peut-être possiblement 100 fois plus de médecins. Mais c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Mais ce que je veux dire... Ouais, tu penses qu'ils ont moins d'expérience. Après, c'est facile de trouver des médecins français qui ont été formés en France. Ouais, c'est facile. Mais Suisse, Belgique, etc. Quoi, moi, j'ai parlé avec un professeur ici à Dubaï qui me disait, lui, il donne des cours régulièrement aux médecins parce qu'ils perdent un peu l'habitude. Et ils sont payés. Et du coup, lui, son business, c'est de donner des cours pour en fait les maintenir à niveau. Ce qui est assez intéressant, c'est que... Mais c'est vrai que tu n'as pas d'attente. Mais il faut faire attention. Et je veux dire, là, en France, les gens se plaignent parce que les attentes pour les spécialistes s'allongent tous les ans. Quoi. Ouais. C'est devenu, il y a certains spécialistes, c'est des mois. C'est compliqué d'être médecin en France, t'imagines, médecin de généraliste. Maintenant, quand t'es entre parenthèses, une banlieue, il faut vouloir, quoi. Franchement, c'est chaud. Ouais, tu veux dire que les clients sont... bien sûr. Il y a pas mal de reportages qui tournent ou de vidéos où ils se font agresser régulièrement. Ah ouais? Non, c'est complexe, hein, être médecin maintenant... Mais c'est rigolo d'ailleurs de discuter avec les médecins français qui sont ici à Dubaï, parce qu'il faut le savoir quand même, Dubaï, là je parle aux gens qui nous regardent, ils sont très intelligents parce que dans beaucoup de pays, ils ne reconnaissent pas les diplômes de médecins des autres. Par exemple, les États-Unis, c'est un des pires, même si tu es médecin canadien anglophone,
ton diplôme canadien n'est pas reconnu aux États-Unis. Si tu veux exercer là-bas, il faut tout refaire, ce qui est complètement stupide. Ouais, bien sûr. Alors que Dubaï, ils se sont dit, attendez, il y a quand même des pays qui ont une bonne réputation. Voilà la liste. Et si tu es un médecin qui a été formé dans un de ces pays, on reconnaît ton diplôme. Dont la France, la Belgique, la Suisse, la plupart des pays occidentaux. Donc c'est malin. Donc je veux dire, tous les médecins français là, qui nous regardent par exemple, même profession médicale, paramédicale, vous pouvez venir à Dubaï, votre diplôme est reconnu comme ça c'est top. Et donc c'est intéressant de discuter avec eux parce que ceux avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, ils se sont tous barrés, ils étaient très contents de s'être barrés, et notamment ils en avaient marre de la sécu de leur côté. Tu vois, ils sont venus à Dubaï parce qu'ils voulaient un peu plus de liberté, un peu moins de bureaucratie. Je comprends. Et c'est intéressant, je trouve. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de discuter avec ça. Bien sûr. J'ai un médecin militaire du coup, qui est arrivé sur Dubaï, moi. Sa première année, il est vraiment satisfait. Quoi. Il dit ça lui change. Quoi. Donc, je veux dire, on voit quand même un exode. On voit le nombre de Français, Belges, Suisses qui viennent ici. C'est quand même assez impressionnant dans notre milieu. Et il n'y a pas que des infopreneurs, entrepreneurs. Il y a aussi des gens normaux, entre guillemets, qui ont des professions normales, qui viennent ici. Mais ok, c'est très intéressant ton point de vue sur le passeport, parce que c'est vraiment pas un point de vue qu'on entend souvent, entend du tout d'ailleurs chez les infopreneurs. Donc toi, ça te ferait chier, mais tu paierais la taxe du coup. Oui, bien sûr. Ah bon, après, à 230 000 euros, là, ils ont rajouté quelque chose, cette clause-là. Il n'y avait pas ça dans l'amendement de l'année dernière. Limite, tu te payes 220 000 euros, puis tu laisses sur la boîte le temps que ça saute, ou que, voilà, quoi. Bon, je veux dire, ou que tu te barres dans un pays. Voilà, je veux dire. Et là, légalement, tu peux clairement, facilement optimiser ta situation. Ça reste vraiment, fondamentalement, une forme de taxe sur la citoyenneté qui est extrêmement faible. Oui, non, c'est sûr. Je veux dire, déjà, ça ne s'appliquerait pas dans l'UE. Et il y a 130 pays ou quelque chose comme ça avec lesquels la France a une convention fiscale. Ça ne s'appliquerait pas dans l'écrasante majorité de ces pays. C'est très complexe à mettre en place. Ce serait vraiment compliqué, quoi. Mais tu sais, l'État français est de plus en plus désespéré. C'est un État en faillite, il faut le dire. On n'arrive déjà pas à récupérer des retraites qui sont au Maghreb ou des personnes qui ont 120 ans. Oui. Et on continue à les payer. Oui, c'est vrai. Donc, aller chercher l'infopreneur qui est à Bali avec son sac à dos. Bon courage, quoi, franchement. Voilà, il y a la théorie et la pratique, c'est toujours pareil. Exactement, même si l'IA arrive assez rapidement, mais je pense que ce sera compliqué, quoi. L'IA, ça va permettre de faciliter les contrôles, mais pas l'enforcement. Ouais, bien sûr. Le mec, il a plus rien en France, il s'est barré. Tu vas faire quoi? Moi, j'ai discuté avec des avocats spécialisés en fiscalité internationale pour les recherches pour mon livre. Il y en a un qui me disait, j'ai un client, il doit des millions au fisc, qui vit à Singapour, ça fait des années, le fisc n'arrive pas à récupérer. Et c'est pas le genre de truc pour le moment. Il vient en France comme de temps en temps, qui amène à des poursuites pénales et tout ça. Et il vient en France quand même? Ouais. Oui. En fait, il m'a dit, tu sais, en théorie, tout est prévu, tout est carré, mais dans les faits, dès que tu mets des frontières, il y a plein de choses qui marchent plus. Il y a des choses qui marchent en théorie, mais plus en pratique. Ouais. Moi, je trouve que, tu vois, par exemple, avoir plusieurs passeports, c'est un red flag. À quel niveau? Pour moi, c'est quelque chose où forcément, tu as quelque chose à te reprocher. C'est-à-dire, il y a plein de binationaux. Non, pas les binationaux. Ce que je veux dire, quand tu commences à avoir 5 passeports, des îles Vierges, plus le passeport français, plus le turc, parce que tu as essayé d'avoir la plus grosse collection pour te dire, un jour, si je suis embêté, du coup, au moins, je peux activer tous ces passeports. C'est pas faux. Moi, je pense que là-haut, à Interpol, ça sonne. Quoi. Mais donc, l'Interpol n'est pas au courant de tous les passeports que quelqu'un a. Ça, c'est ce que tu dis, toi. Ok, mais donc c'est ce que tu dis toi. Ce que je veux dire, Interpol quand même est très puissant. C'est pas une organisation en fait qui est née hier. Mais c'est pas indépendant dans le sens où Interpol ne fait que agir sur demande de police nationale. Ils peuvent pas faire une action par eux-mêmes. Bien sûr, mais ce que je veux dire, tu vois, par exemple, tu as 6 ou 7 passeports. Au bout d'un moment, tu as des liens qui vont se créer. Si tu passes un de tes passeports, forcément, tu as un lien. Directement, tu as une connexion. Interpol sera au courant. Mais là, du coup, c'est un problème que si tu commences à être suspecté dans une affaire... Ouais, bien sûr. Voilà, si tu as quelqu'un de normal... Si tu n'as rien à te reprocher, ok. Mais ce que je veux dire, c'est... tu vois ce que je veux dire? Tu passes devant un tribunal. C'est marrant, vous avez 7 passeports, vous pouvez m'expliquer pourquoi? Bon, tu peux J'aime ma liberté. Ouais, moi, c'est ce que... alors, j'ai pas 7 passeports. Mais, c'est clairement... Moi, c'est clairement ce que je dirais, Ouais, mais je trouve ça un peu moyen. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est pas une blague, quoi, tu vois. J'aime ma liberté, quoi. Non, mais c'est plus que ça. C'est par philosophie, tu vois. Je peux expliquer. Ouais. Et d'ailleurs, j'en parle depuis des années, donc j'ai des preuves aussi, tu vois. Je sais que t'en parles depuis des années. Donc, mais moi, je suis pas pro-passeport.
2, allez, 3 maximum. Ah oui, mais donc oui, d'accord. Tu dis qu'à partir d'un certain nombre, ça devient suspect. Je trouve un peu ça moyen. Quoi, oui, c'est pas faux. Donc pour toi, quoi, le maximum, ça serait 3, c'est ça? Ouais, 3 maximum, avec grand max. Mais là, aujourd'hui, t'en as qu'un. Hein? T'en as qu'un aujourd'hui? Peut-être. Ah, tu veux pas le dire? Ça fait partie de l'obsèque. Ok, ouais. Donc tu en aurais plusieurs, tu le dirais pas? Non. Je pense que c'est malin, ouais. Ou alors tu peux en avoir 3 ou 4, mais t'en parles que tu en dis que 2. Exactement. Oui, ça me paraît intelligent de faire ça, effectivement. Donc tu es pour le fait de ne pas être trop transparent et de savoir maîtriser le niveau d'information que tu partages. Exactement, ouais. C'est vrai qu'en tant qu'infopreneur, on a cette tendance à vouloir partager avec notre audience un maximum de choses, mais il faut aussi équilibrer ça avec... Ouais, quelquefois, il faut être discret. Et tu vois, nous, c'est vrai qu'on a une unité cyber aussi qui travaille avec des analystes et des enquêteurs. Tu vois, on va pouvoir brouiller des pistes aussi. Et ça, c'est important des fois aussi, quoi. Ah bon? Vous pouvez brouiller des pistes? Bien sûr. Donc, effacer des traces en ligne, par exemple, et en créer d'autres. Je peux utiliser une application, par exemple, qui me dit que tu as été courir aujourd'hui à Vincennes. Ah oui, mais ça, c'est connu. Il y a même des militaires qui se sont fait avoir avec leur montre Garmin. Bien sûr, mais qui montraient les patrouilles. Tout ça, c'est des choses en fait que tu mets en place, tu vois. Mais c'est bête, mais lorsque la petite criminalité, en fait, elle essaye de te retrouver, ils regardent ce genre de choses. Ils vont regarder directement sur le darknet. On va pas se mentir. Ils ont des mecs qui sont connectés. Si le mec il voit que ton dossier est assez simple pour retrouver tes parents, ton frère, ta sœur, c'est assez simple, ils y vont. S'ils voient que c'est un peu complexe, ils vont se dire waouh. On va prendre un mec plus simple. Le dossier il est compliqué. Sa sœur, ils m'ont mis 8 adresses. Ses parents, pareil. Bizarrement, elle était là hier. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop complexe. Ouais, c'est comme au Moyen-Âge, entre un château super bien défendu et un petit manoir sans mur en plaine, on préférait attaquer le manoir, c'est sûr. Ouais. Tu vois, donc... Ah oui, donc il y a des choses intelligentes comme ça, ouais, tu peux... Ouais, il faut pouvoir se... Tu vois, c'est tout le travail en amont qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va proposer plusieurs services. On ne va pas proposer que de la protection rapprochée, que de la conciergerie. On va proposer aussi du cyber. On a plusieurs structures, en fait, dans la société qui permettent de se protéger. On a aussi de la protection de domicile. Et, là, on développe un canon à son. Ah oui? Ouais. Un système de protection sonore. Ils ne sont pas prêts. Donc, c'est-à-dire un canon sonore, ça envoie des ondes sonores fortes, c'est ça? Ouais, directement. On était sur du 138 décibels. C'est l'équivalent d'un A380 qui démarre dans ton salon. Aïe. Ah, mais ça te pète les tympans, non? On est à la limite. 140, ça pète. 138, t'es en dessous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 2 à 3 décibels, tu doubles la puissance. Donc, tu vois, entre 138 et 140, il y a quand même un monde. Mais c'est très douloureux. Très, très douloureux. Donc, donc là, la personne rentre, elle se prend ça, le son plus fort qu'elle a jamais entendu de sa vie. Il est obligé de partir. Il quitte les lieux. Parce qu'aujourd'hui, on a des familles, tu vois ce que je veux dire. Quand tu me dis, tiens, ma mère, elle est en France toute seule. Comment est-ce que tu vas la protéger, Cédric? Et tout ça, on va mettre des choses en place. Il y a un mec qui a inventé un bloc stop, c'est-à-dire qu'on met ça sous la porte, on active 3 coups de vérin, la porte est résiste à 3 tonnes de pression. Tu vois, ça, c'est des choses en fait utiles qu'on met. Ensuite, le mec arrive à rentrer directement. Ta mère qui est dans sa chambre, bim, elle met un coup de canon à son, le mec, il est HS. Mais la mère aussi, non? Non, parce qu'elle va être dans sa chambre, ça va être fermé. Ok. Ce que je veux dire, ça traverse pas les murs. Mais tu vois, ça empêche la personne en fait de rentrer. Ça a une portée de 12 mètres. C'est juste incroyable. Avec une IA qui est travaillée dedans, je suis pas là pour vendre le produit. Et voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez me contacter en privé. Mais c'est intéressant, quoi. Et alors du coup, tu peux dire un petit peu les prix de tous ces services. Alors je précise, c'est pas une vidéo sponsorisée. Non, du tout. Mais, pour un système de défense sonore, on a 2 500 €. Ouais. Ça ressemble à une enceinte, c'est du 22 cm sur 28. Ah ouais, c'est petit. Donc ouais. C'est incroyable. On a pris une technologie militaire qui existait et on l'a mis en format mini. Donc ça existait déjà. Il y a en Chine, exactement, ils ont ça aussi. Voilà. Je sais pas si tu avais vu une vidéo en Serbie où est-ce qu'ils repoussaient la foule. Non. Grâce à un canon à son, la police. Wow. Du coup, on voit la foule en fait qui s'écarte parce que en fait c'est insupportable. Et là, le but, c'est qu'on avait beaucoup de nos clients qui commençaient à s'armer et moi, ça me fait un peu peur. Pourquoi? C'est un sujet qui est complexe.
Il y a beaucoup de personnes qui sont en contradiction avec moi et me disent non, bah non, moi je suis pour m'armer parce que bientôt ça va être la guerre civile et puis il faudra s'armer. Ouais, je suis entièrement d'accord. Que tu sois licencié dans un stand de tir, que tu aies tes armes dans un coffre-fort, ok. Demain, ça part sur une guerre civile, ils sont à ta portée de main, ok, pourquoi pas. Tu vois, je suis entièrement d'accord. Que tu t'en serves pour défendre ton domicile, moi je suis pas d'accord. Parce que demain, tu as beaucoup à perdre. C'est-à-dire, est-ce que tu sais que c'est un mec qui va venir t'enlever? Est-ce que c'est un mec qui va venir juste faire un cambriolage? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Le pour et le contre, et tu vas lui mettre une balle dans la tête à ce mec-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire à la justice? Ouais. Ils vont te faire un exemple. Ok, vous partez 15 ans en prison. Ta famille, elle est détruite. Et toi, qu'est-ce qui reste de tout ça? Rien du tout. Et les tasers, les trucs non létaux? Taser, c'est impossible à se procurer. Parce que le taser, c'est une guirlande électrique, hein, le petit. Hein, tu vois ce que je veux dire? Moi, t'arrives avec un taser, je rigole. Je dis, bon, pose ça au sol, c'est bon. Ça va me faire. Bah, non, franchement. Ah oui, si on te tire dessus avec un taser, ça te fait rien? Pas si on me tire. Ouais. Parce que, voilà, on peut pas se procurer des tasers en pistolet. Mais par contre, on peut avoir des choqueurs électriques. Bon, ça fait rien. Hein, ce que je veux dire, le mec, c'est pas ça qui va le ralentir vu que t'as un choqueur électrique. Il y a toujours aussi, on me dit souvent, lacrymogène, ouais, très efficace. Bon, c'est sympa, c'est cool. C'est une bonne option. Faut pas que ça se retourne contre toi. Mais c'est un peu le problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est limite. Le système de défense sonore, efficace. Efficace. C'est le meilleur pour toi, 80. Mais oui, mais bien sûr. Ce que je veux dire, même si le mec il rentre avec un casque anti-bruit, il va être impacté. Il va enlever juste 20 décibels. Tu peux toujours y aller. Enlève 20 décibels à 138. Tu seras toujours impacté. Je veux dire, tu vas partir de la maison. Le but, c'est de faire fuir l'individu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de moyens de défense en France, ou que ce soit partout. Hein, parce que notre produit, il va être à l'international. On a des personnes en Afrique du Sud qui sont intéressées par notre produit. Régulièrement, on a gagné tu vois, un concours. On a remporté le premier prix grâce à ce produit. Et les gens sont fans. Ils disent, OK, c'est quelque chose en fait, qui va me permettre de défendre ma famille. Et c'est juste incroyable, quoi. Et c'est ce qu'on veut. Et donc, tu peux nous donner un aperçu du prix de tes autres services. Donc, tu disais la protection annuelle, c'est ça? Ouais, 12 000 € à l'année. Le système sonore, c'est 2 500 €. Et du coup, on a Blockstop qu'on met, qui est super efficace et qui coûte 200 € aussi. Blockstop? Ah ouais, oui, le truc en dessous de la porte. En dessous de la porte. Et donc, pour les 12 000 € annuels, t'as quoi 12 000 € annuels, t'as directement une astreinte 7/7/24, tu vois. Directement, t'as soit un ancien gendarme, soit un ancien policier qui te répond en fait à n'importe quel moment de la nuit. Sur WhatsApp, on va créer un groupe. Et la famille aussi. Et la famille. Donc le moindre problème, boum. Exactement. Directement, on est efficace. C'est-à-dire que la famille a un problème, directement, elle contacte cette unité directement. Elle ne contacte pas la police en priorité. Parce que nous, on va avoir nos accès, ou on va avoir contacté les chefs de poste, et on va pouvoir dire, OK, nous, laissez-nous gérer. Directement, on va rentrer avec les forces de l'ordre. On a eu un cas, depuis que j'ai mis cette astreinte en place, en moins de 7 minutes, il y avait un équipage de la BAC qui avait encerclé l'immeuble. Donc vraiment efficace, quoi. Pour une tentative d'enlèvement? Ouais. Donc, non, efficace, au final. Parce que souvent on me dit, ouais, mais moi j'habite à la campagne, est-ce que voilà, ce sera toujours la même efficacité? Alors je dis, ce sera complètement différent de Paris. À Paris, en moins de 3 minutes, je peux vous trouver un équipage. En campagne, et du coup, on s'appuiera sur des unités de gendarmerie qui seront les plus proches et qui vont pouvoir intervenir et qui vont faire leur maximum. Mais ce que je veux dire, on n'a pas de solution miracle. Pourquoi? La solution miracle, c'est quoi? On va le ralentir. Bloc stop, canon à son... Tu vois ce que je veux dire? On va mettre des process en place. Et démotiver le plus possible. Bah ouais, non, mais c'est exactement ça. Le but, c'est de se protéger, vu qu'aujourd'hui, en France, il y a une réalité, c'est que le risque, il est pas à zéro. Et il grandit. De plus en plus, on dit que souvent, ça devient le Mexique, et c'est une réalité. Hein. Ouais. Ça, c'est une réalité. Hein. Moi, ça me fait de la peine, parce que j'aime mon pays, j'aime la France, j'aime la culture, j'aime, tu vois, la gastronomie, j'aime tout. Tu vois, je suis vraiment fan. Et qu'on vienne souiller mon pays comme ça, en fait, ça m'embête. Ouais. Oui, et, on peut tout à fait aimer son pays, être patriote et partir. Hein, comme j'ai expliqué lors d'une autre vidéo que les gens qui fuyaient l'URSS, c'est pas qu'ils aimaient plus la Russie, c'est juste qu'ils n'étaient pas d'accord avec la manière dont elle a été gérée, c'est tout. Ouais, bien sûr. Mais donc là, ces 12 000 €, c'est si tu vis en France, mais qu'est-ce qui se passe si tu vis à l'étranger? C'est aussi un service que tu proposes? Oui, bien sûr. On le propose partout. C'est-à-dire que toi, demain, tu habites à Bali, et nous, on va quand même te proposer ce service.
ça va rien changer. C'est juste que sur Bali, on va pas avoir de connexion directement avec la police forcément pour pouvoir te protéger toi, parce que voilà, on fait attention, on fait pas non plus confiance à toutes les forces étatiques à l'étranger. Oui, il y en a certains qui sont plus corrompus que d'autres. Hein. Exactement, et ça peut vite se retourner contre toi. Mais pour les personnes qui restent en France et plus ou moins dans l'Union européenne, c'est beaucoup plus simple pour nous de savoir, de pouvoir les protéger. Et ce qui me fait souvent rire, c'est que toi, tu vas peut-être être en contradiction, mais c'est vrai qu'on va tous sur des spots en se disant, ouais, on va être en sécurité. Ce que je veux dire, tiens, c'est cool, on va aller en Thaïlande parce que c'est top. Mais il ne faut pas oublier que ce monde, c'est un gros Pékin Express. Mm-hmm. Ça veut dire que tu as tous les Russes, tous les Ukrainiens qui sont partis, tous ceux-là qui faisaient partie de la mafia, ils ne font pas la guerre. Donc, ils se font un Pékin Express entre la Turquie, le Moyen-Orient, l'Asie. Et tu vois, c'est le triangle d'or. Et ça tourne. Et nous, on est là, tu vois, un petit peu assister à tout ça, parce qu'on le voit au quotidien, que, par exemple, dans tous les pays qu'on va où il y a des hubs, plus ou moins, c'est que des Russes et que des Ukrainiens maintenant qui sont. Et il faut faire attention, parce qu'on n'est pas forcément en sécurité. Tu veux dire qu'avec la mafia qui s'expatrie un peu partout, ouais, bien sûr. Il y a des risques de crimes organisés dans les pays d'Asie notamment? Il y en a déjà, c'est qu'on en parle très peu, mais lorsqu'on est infopreneur ou lorsque voilà, on a un peu de crypto, forcément, ces personnes-là s'intéressent à nous. Et c'est pour ça que c'est super important lorsque vous allez dans des pays étrangers, comme ça, soyez discrets un maximum. Voilà, faites attention à qui vous parlez, vu que vous savez, souvent, ces mecs-là, ils sont où? Ils sont dans des casinos, ils sont dans des bars, ils sont dans des clubs de boîtes de nuit. Donc, tu vois, ouais. C'est vraiment, en fait, voilà, tous les éléments à éviter, tu vois ce que je veux dire? Et souvent, ces mecs-là, c'est eux qui tiennent, c'est bête, hein, les casinos, les bars, les discothèques, et c'est eux qui les tiennent. D'ailleurs, quand j'étais à Bangkok cette année, et j'ai rencontré quelqu'un, un Français, qui a failli se faire enlever pour des cryptos. Il en avait parlé, a priori, dans une soirée, il ne s'en rappelait même pas. Il devait faire un trek dans le nord de la Thaïlande avec un ami. Et en fait, c'est un autre de ses potes français qui avait un service de sécurité pour ses business. Bref, et il y a un gars de la sécurité qui a dit, mais on a entendu des gars qui parlaient dans un des bars, là, du fait qu'ils allaient monter... Enfin, ils avaient une opération pour enlever un Français occidental et qu'ils allaient l'emmener dans un trek dans le nord et tout. Donc, ils ont fait 2+2. Ouais. Ils se sont rendus compte qu'ils parlaient de ce gars-là, quoi. Incroyable. Et donc, c'est une histoire de film parce que l'ami de ce gars-là l'a appelé alors qu'il était en route pour l'aéroport avec le gars qui était censé l'enlever. Enfin, bref. Ouais, c'est fou, mais je suis pas surpris. Hein, Pourtant, Bangkok, c'est quand même relativement safe, la Thaïlande aussi, mais effectivement... Ouais, mais comme je t'expliquais, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit à 100% safe. À 100%, ça n'existe pas. Même Dubaï. Il faut faire attention. Ouais. Voilà, pour ça, parler de ces cryptos, c'est les bitcoiners disent souvent quand on te demander à quelqu'un combien il a de bitcoin, c'est comme demander quelle est la position sexuelle favorite de ta femme, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Tu réponds pas. Ouais. Tu dis la seule réponse à apporter à t'as combien de bitcoin, c'est j'en ai pas assez. Et puis c'est tout. Puis pareil pour les autres cryptos en fait. Je suis entièrement d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de la politique du Salvador? Parce que c'est là, pour le coup, c'est un pays qui était la capitale mondiale de l'insécurité, qui est devenu un des pays les plus safe d'Amérique. Moi, j'admire. Hein, souvent, il y a des personnes qui sont en contradiction avec moi. Non, le président Bukele, il a fait un travail extraordinaire. Ils avaient plus d'accès à l'école, les enfants. Aujourd'hui, ils ont accès à l'école, donc une éducation. Il y avait un taux de criminalité qui était parmi les... Voilà, au niveau du meurtre au mètre carré, qui était l'un des plus... des pires du monde, ouais. Des pires du monde, ouais. Donc très compliqué. Aujourd'hui, ça faisait 1000 jours, je crois, il y a quelques semaines, qu'il n'y avait pas eu un meurtre au Salvador. Incroyable. Oui, en tous les cas, c'est devenu plus safe que le Canada, là, en termes d'homicides. Que le Canada. Que le Canada. C'est ce qui est quand même impressionnant. Et alors moi, j'ai eu l'occasion d'aller 24 heures, alors c'était pas assez, mais 24 heures à El Salvador. J'étais en route vers Prospera, à Roatán. Et j'ai pris un guide, j'ai discuté avec lui. Et donc, parce qu'il n'y avait pas que les homicides, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, les homicides, c'était juste le symptôme l'élément visible du fait que les gangs étaient partout. C'est vraiment... Ouais. Toute la société était gangrenée par ces gangs. Et ce gars expliquait, moi, j'avais ouvert un bar sur une plage. Et puis, en
fait, les gars, il y a des bandits qui sont venus me voir et qui m'ont dit, bah, c'est la mafia, quoi. Tu nous dois nous donner, je sais plus, 30% par mois de ce que tu gagnes. Et là, il a dit, bah non, vous pouvez me buter. Il a dit, non, on va pas te buter toi, on va buter ta sœur. Tu fais ce que tu veux. Ouais, incroyable. Ouais, donc voilà. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Et donc, tu donnes. Du coup, il l'a payé, tu vois. Ouais. Et il disait, mais il disait déjà, c'était dur de vivre avec ce business. Puis en plus, je l'ai payé 30% et tout. Et pour lui, Bukele, c'est un héros, tu vois. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que tu arrives à l'aéroport. Et en fait, t'as la photo présidentielle de Bukele avec sa femme, et puis une sorte de siège présidentiel. Enfin, ils ont reconstitué un peu son bureau, et tu vois les Salvadoriens qui se prennent en selfie devant. Ah, incroyable. Mais c'est tellement une star, le président, que je veux dire, c'est impressionnant parce qu'il a complètement changé la vie des gens. Après, bon, c'est vrai aussi, il a fait ça sans respecter la due diligence de la justice. Il a mis beaucoup de gens en prison. En gros, il a dit tous ceux qui ont des tatouages, c'est des gangsters, ils vont en prison. Ouais. Ce qui est globalement vrai, mais il y a des exceptions quand même. Ouais, mais au final, ça tourne bien. De toute façon, il y a toujours des dommages un petit peu collatéraux quand tu commences à partir sur une politique comme ça, qui est vraiment stricte et dure. Mais aujourd'hui, je pense que les gens s'en plaignent pas, quoi. Bon, il y a peut-être 3 ou 4% qui ne devraient pas être en prison. Puis ils sont sortis au fur et à mesure. Ouais, mais... Est-ce que ça vaut le coup? Pas clairement, ouais, pour la population, ouais, ça vaut le coup. C'est ça. Aujourd'hui, ils remettent le tourisme en place. Ah oui, mais c'est devenu... Je vois, il y a eu l'élection Miss Univers qui s'est déroulée au Salvador. Ah oui, je savais pas. Tu vois. Incroyable. Ce que je veux dire, 3 ans avant, ça aurait été juste inconcevable. Aujourd'hui, Miss Univers est venue tourner au Salvador pour les élections, quoi. C'est juste fou. Oui, puis là, donc, ce guide m'expliquait maintenant, les gens se sentent safe, il n'y a plus ces gangs qui gangrènent la population. Il y avait un gang qui avait réémergé dans une ville, ils ont envoyé genre 5000 policiers militaires, comme ça, c'était clair, tu vois. Incroyable. Oui, du coup, c'est ce que Bukele répond à ces critiques, il dit, OK, vous parlez des droits des gens qui ont été enfermés en prison alors qu'ils n'auraient pas dû, c'est effectivement dommage, mais pensez à tous les droits aussi humains de toute la population qui était victime de ces gens. Donc, clairement, c'est un net positif. Après, si tu fais partie des victimes qui se sont retrouvées en prison de manière injuste, tu dois avoir les boules quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Mais bon, tous ces gens qui étaient victimes de ces gangs avaient les boules aussi. Donc, c'est... Ouais. Quand on pèse le pour et le contre, je pense qu'il y a beaucoup plus de pour que de contre avec Bukele. Il y a plus de pour que de contre. Après, on va voir. Hein, peut-être que ça va lui donner des goûts dictatoriaux et que ça va partir... Je pense pas. On verra. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Il y a quand même Tether, qui est une des plus grosses boîtes de crypto du monde, qui a décidé de mettre ses quartiers généraux là-bas. Donc c'est intéressant. Ok, écoute, on s'achemine vers la fin de cette interview. Est-ce que du coup, pour la fin, pour récompenser tous les gens qui sont restés jusqu'au bout, est-ce que tu as des anecdotes intéressantes, peut-être croustillantes à partager de ton passé de militaire, de policier Du coup, ouais, plus sur la protection rapprochée, parce que voilà, on est vraiment dans le milieu. On a eu plusieurs kidnappings qu'on a su gérer de A à Z. Souvent, les gens sont assez... s'interrogent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut amener en plus? Alors, moi, je vais vous répondre aujourd'hui. Ça veut dire que on va pas faire le travail des policiers. Il y a les forces étatiques qui sont là, qui font leur travail et qui savent très bien le faire. Mais nous, ce qu'on va pouvoir apporter, ça va être une plus-value en plus. Ça veut dire qu'on s'est occupé, on s'occupe de la famille en fait qui reste. On est chargé en fait de les réunir et de leur apporter un soutien. Donc, on a des anciens négociateurs qui étaient dans des unités prestigieuses qui vont s'occuper des familles et qui vont leur expliquer tout le déroulement. Ça veut dire, OK, là, on est sur une phase pendant 24 heures où on va effectuer cette mission. Ensuite, il y aura combien d'enquêteurs? Il y aura entre 8 et 10 enquêteurs qui vont travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour retrouver votre mari. Ce que je veux dire. Et tout ça, c'est important pour les familles lorsqu'on est présent parce qu'on les rassure. Nous, on prend du renseignement aussi, qu'on va transmettre aux forces étatiques, parce que quelquefois, sous le coup de la pression, les forces étatiques vont demander beaucoup d'éléments, en disant « Ok, vous donnez ça. » Mais en parlant avec nous, ils se libèrent, parce que on est sur de la confiance. On est là pour les rassurer, on est là pour leur enlever leur stress. Et souvent, on arrive à avoir des informations qu'ils avaient oublié de donner aux services étatiques, mais pour nous, qui sont précieuses, et qui vont nous permettre de remonter jusqu'à la filière, jusqu'aux personnes en fait qui ont effectué l'enlèvement. Donc ça, on l'a déjà effectué, on a eu plusieurs missions là-dessus.
Donc c'est super important de savoir aussi quel est notre rôle, qu'on n'est pas là pour remplacer les forces étatiques, mais qu'on est bien là pour suppléer et pour vous épauler, en fait, dans ces moments. Dans l'avant, le pendant et l'après. Ok. Et du coup, tu as des expériences à partager là-dessus ou... Non, parce que du coup, j'ai pas mal de clients et ce serait assez reconnaissable de savoir quel était le client par rapport à la situation. Mais du coup, ouais, on a eu plusieurs cas quand même. Mais donc, quand on regarde, on a l'impression, et c'est peut-être un biais parce que peut-être qu'on ne voit pas assez les affaires ailleurs, mais on a l'impression que la France est la capitale mondiale des enlèvements de crypto en ce moment. Ouais. Depuis on va dire, le début de l'année 2025. Ça a commencé aux États-Unis. Ouais. Ensuite, c'est parti sur la Grande-Bretagne, même si vous n'en avez pas forcément entendu parler. Et maintenant, ça arrive en France et ça reste en France, quoi. Ce que je veux dire. Et comment ça se fait ? Pourquoi la France en particulier ? C'est que la petite criminalité a goûté au goût de l'argent avec les entrepreneurs, infopreneurs, et du coup, ils veulent pas partir, quoi. Ils sont en mode, la justice est laxiste, ok, qu'est-ce qu'on risque ? Tu vois ce que je veux dire ? Aux États-Unis, quand même, il y a un risque. Ah oui, là, ils rigolent pas du tout. Hein. Là, les peines de prison sont sévères. Hein. C'est assez complexe. Ouais. Angleterre, je connais pas vraiment le sujet, on va pas se mentir, au niveau de la justice. Je sais pas si les peines sont exemplaires ou pas, mais je sais qu'en France, le sujet il est présent. Pourquoi ? Parce que ils rigolent en fait des peines, et c'est surtout qu'ils vont faire trahir en fait des petites mains pour eux, et ils risquent clairement pas grand chose. Mais si t'es le commanditaire et que tu fais choper, tu vas prendre cher quand même, non ? Faut se faire choper. Et là, ils ont arrêté un mec au Maroc, là, le gars qui avait. Ouais, ils ont dit que c'était un commanditaire. Est-ce que c'était lui ? Oui ou non ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est encore des infos. Et ce que je veux dire, c'est juste couper la tête de l'hydre, tu vois. Donc, tu coupes une tête, on a 3 ou 4 autres qui repoussent, justement. Quand c'est un business, en fait, qui est florissant... C'est comme le trafic de drogue. Comme le trafic de drogue. Tu vois bien aujourd'hui, avec la DZ Mafia, en fait, qui commence à récupérer de plus en plus de territoires, et on peut rien faire. Rien que les États-Unis, ils ont dépensé 1000 milliards de dollars dans la guerre contre la drogue. C'est toujours facile de s'en procurer dans n'importe quelle ville américaine. Donc, tu vois, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Donc ce problème en fait se réglera juste avec des process qu'on mettra en place pour éviter d'avoir ces attaques. Tu penses qu'il faudrait une approche Boukele en France ? Ouais. Ok. Ouais. Ce serait bien, je pense, pour tout le monde. Je pense que ça réglerait beaucoup de choses. Mais déjà. Mais El Salvador, c'était facile d'identifier les gangsters. La plupart avaient des tatouages. C'est pas le cas en France. Ce que je veux dire, en France, c'est très simple. Nos services de police sont vraiment efficaces. C'est-à-dire une personne commet un délit ou un crime, tu l'enfermes 15 ans. Tu l'enfermes 15 ans pour n'importe quel délit ou crime, c'est terminé. Ce que je veux dire, en 3 mois, la France, elle est redressée. Au niveau sécurité. Mais oui, les mecs, ils vont se calmer. Ils vont se dire, non, mais moi, je veux pas 15 ans parce que j'agresse une mamie pour son sac à main. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très simple. Souvent, on dit, non, mais les forces de l'ordre, elles veulent pas rentrer dans les quartiers parce que c'est un peu chaud et parce que voilà. Non, c'est pas ça. C'est que le mec qui a 15 ans de police, il en a marre qu'il se fasse interroger tous les matins en disant, non, c'est toi qui as frappé en premier. Non, c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il y a ça aussi. Attention, quand t'es policier. T'as une encre au-dessus de la tête et tu te dis, ouais, demain, est-ce que je peux perdre mon travail ou pas ? Mais ils ont des familles à nourrir, ces gens-là. Est-ce que ça vaut le coup ? Ouais. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chasser le mec parce qu'il a fait un refus d'obtempérer ? Aujourd'hui, il y a des policiers qui sont fatigués. Ils disent, moi, je prends même plus en compte. Il y a mon oncle a été inspecteur de police puis commissaire de police, là, il est à la retraite, et il me disait qu'à un moment, ils ont reçu des instructions comme quoi il fallait arrêter les courses-poursuites parce que c'est dangereux pour à la fois pour les policiers, pour les passants et tout ça. Et que donc, il disait, en gros, le gars, il s'en va, il est parti, quoi. Non, mais c'est pas normal. C'est-à-dire que toi, tu t'arrêtes, tu prends ton amende, lui, il s'arrête pas, il prend pas son amende. Mais bon, ils peuvent prendre la photo de ta plaque et puis... Oh oui, ça sert vachement. Ah ouais ? C'est-à-dire qu'il va être convoqué et dire, non, c'est pas moi, j'étais pas là, j'ai prêté un pote. C'était qui ton pote ? Je sais pas. Elle tourne toute la journée dans la cité, la voiture. Ah ok, classé sans suite. Ah oui. Ah, c'est simple, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas normal, tu vois, que ce soit toujours les mêmes qui payent. Parce que c'est toujours toi, en fait, qui va t'arrêter et qui va dire, vous avez roulé 10 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Ce sera toujours plus facile à arrêter une personne comme toi. Ouais. Tu veux dire qu'il tape finalement sur les gens qui sont compliant, mais ceux qui ont compris comment jouer du système, ils passent entre les mailles du filet, grosso modo. Ouais, clairement, ouais. On va pas se mentir. Pas tous, parce que tu as des policiers, tu vois, qui lâcheront jamais l'affaire et qui sont motivés, mais tu en as d'autres, en fait, qui ont compris que la machine judiciaire était pas forcément avec eux et qui se disent, est-ce que ça vaut le coup ? Non, franchement, je fais le minimum, je fais ce que j'ai à faire et terminé.
Ok, donc pour conclure, quel conseil tu donnerais, donc à part de faire appel à tes services, donc pour quelqu'un qui voudrait optimiser, on va dire de manière 80-20, donc en faisant les 20% d'actions qui amènent 80% des résultats au niveau de sa sécurité. On n'a déjà pas parlé de ses cryptos. Ouais, franchement, déjà pas parler de ses cryptos, pas montrer son wallet. C'est la base. Ouais, c'est un peu la base. Faire attention aussi à vos amis, vu que souvent ça vient de vos amis. On a toujours tendance à dire, mais comment ils m'ont trouvé ? C'est souvent un ami qui est un peu trop bavard, qui a parlé à un pote, et puis le pote a une relation avec, bizarrement, un mec qui n'est pas forcément blanc. Et c'est souvent, en fait, nos amis proches qui nous trahissent. Donc faites attention à ça. Et sans le faire exprès, parfois. Ouais, sans le faire exprès, parce qu'ils sont un peu trop bavards. On a toujours un mec comme ça autour de nous qui est un peu trop bavard et qui va dire moi, je connais sa fortune, lui, il a 5 millions. T'inquiète, il est plâtré. Et tu vois, directement, il te met une cible sur la tête, sans le vouloir. Ouais. Malgré que c'était pas voulu. Donc, faut faire attention aussi. Même le patrimoine global, tu devrais pas en parler, d'après toi ? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est très complexe. C'est-à-dire que t'as un patrimoine global qui a 8-9 millions d'euros. Je sais très bien combien ça te rapporte en moyenne. C'est pas compliqué. Si t'es un peu malin, tu fais 5-6%. Tu sais combien par mois, en fait, le mec, il a, quoi. Ouais. Mais après, oui, si c'est pas de la crypto, c'est plus difficile à voler quand même. Genre de l'immobilier, c'est pas possible. Non, l'immobilier, c'est très complexe. Mais ce que je veux dire, les mecs aujourd'hui, ils se disent pas, tiens, il a juste de l'immobilier. Est-ce qu'on vit dans un monde où, tu vois, comme tu dis, la Wi-Fi monnaie, on aime avoir notre argent un petit peu sur nous, quoi. Ouais. Je veux dire, on a tous, entre parenthèses, un wallet. On est tous en mode, ouais, moi, je fais pas forcément totalement confiance aux banques. J'ai besoin aussi de ma liberté, tu vois, un peu dans votre univers des infopreneurs. Et du coup, les mecs qui s'attaquent à vous, ils savent très bien que forcément, vous avez de l'argent en fait, qui traîne à droite ou à gauche. Ok. Donc on n'en parle pas. Quoi d'autre ? On n'en parle pas. Soyez vigilants sur vos proches, surtout. Faites attention. C'est bête, mais les petits frères, les petites sœurs, souvent pareil, ils ont tendance à dire tiens, regarde, c'est mon frère sur les vidéos. Oui, ça c'est important de leur dire, de pas le dire. Ouais, et ça c'est super complexe parce que souvent aussi ça vient d'eux. Quand ils sont au collège ou au lycée, là j'ai eu le cas dernièrement, c'était la sœur d'un client qui en avait parlé au lycée, du coup ça lui a amené une tentative d'homejacking à son domicile sur Paris. Et la cause, c'était la sœur. Donc vraiment sensibiliser votre famille aussi aux plus proches. Déjà, les enfants ne doivent pas être au courant, déjà. Non, parce qu'eux, ils peuvent pas, ils ne comprennent pas les enjeux. Donc, non. Mais et idéalement, il ne faut pas en parler à sa famille, mais en tout cas, si vous leur dites quelque chose... C'est compliqué de pas en parler à sa famille, parce que forcément, ils voient que le lifestyle change. Mais soyez prudents, franchement, vraiment prudents, parce que souvent, ça vient, comme je disais, des amis, là, et puis de la famille, quoi. Souvent, c'est très complexe. Et prévoyez, voilà. Faites attention aussi aux endroits. L'associé d'Éric Larchevêque, son nom m'échappe, mais il avait partagé une photo de sa maison en ligne. Ouais. Maintenant, en fait, il y a des logiciels, des IA. Tu leur montres la photo d'une photo, ils savent exactement où c'est sur n'importe quel endroit de la planète. Ouais. C'est incroyable. Même si tu as pensé à enlever les coordonnées GPS de la photo. Ils font une triangulation par rapport à un pylône GPS, par exemple, par rapport à ça. Tu vois, c'est des choses en fait que moi je faisais, par exemple, lorsqu'on était perdu à l'armée, la triangulation, directement avec la topographie. Et on nous mettait dans des camions. On nous lâchait dans un point, on nous disait ouais, on est où ? Et tu vois, on devait, par rapport à une carte, se débrouiller. Et par rapport à la topographie, OK, là, il y a une espèce de montagne. OK, ça correspondrait par rapport à ici. OK, là, il y a un pylône électrique, quand même, qui est assez haut. OK, il est là sur la carte. Et puis aujourd'hui, l'IA, en fait, le fait en moins de 3-4 secondes. Là où nous, à l'époque, on mettait une quinzaine de minutes. Ouais. Tu vois, donc c'est hallucinant. Les photos, mettez-les en décalé. C'est super important. Toutes les stories aussi, pas en temps réel. Toujours en décalé. Au moins une journée minimum de décalage pour probablement minimum, plus. Ouais, au minimum, ça dépend. Moi, je préfère une semaine, mais voilà. Si vous êtes vraiment dans une paranoïa extrême, vous pouvez me contacter, faites une expérience avec une protection rapprochée. Moi, ce que je dis souvent, là, il y a des clients, on fait un peu des stratégies, c'est-à-dire qu'ils prennent des gardes du corps de chez moi, ils font des photos avec. Ah. Ok, et l'idée c'est de leur faire peur aux criminels, c'est ça ? L'idée c'est de se dire ok, moi aujourd'hui j'ai une protection. C'est du coup ils sont partis par exemple en Suisse dernièrement, ils ont pris des photos ensemble et le mec une semaine après il commençait à poster ses stories et à identifier ma société. Et là ils ont à identifier ma société en disant ouais super, merci pour vos services, Lima Protection.
Et du coup, voilà, ça rassure. Mais c'est des petites techniques, tu vois ce que je veux dire. Ça mange pas de pain, mais quelquefois, ça rassure aussi les clients qui se disent, voilà, tiens, moi, je suis passé un message. Aujourd'hui, j'ai des mecs que je peux appeler. Et puis, s'il y a un problème, ils seront là pour moi, quoi. Ouais, c'est comme Éric Larchevêque. Avant cet enlèvement, il a toujours dit que 99% de sa fortune était en Bitcoin. Ouais. Et comme il a une fortune de 300 millions, mais la plupart est illiquide, donc on ne sait pas exactement combien il a en Bitcoin, puisque c'est surtout des parts de Ledger. Donc, mais il a probablement des millions en Bitcoin. Donc, mais il disait aussi, j'ai une sécurité chez moi, j'ai mon fusil, donc si quelqu'un vient, il va se prendre un coup de... Ouais, il a été dans l'offensive. Après, il a été... J'ai pas aimé la stratégie d'Éric Larchevêque. Si j'aurais parlé avec lui, je lui donnerais une autre stratégie, parce qu'il était en mode, ok, bah moi j'ai payé des Tchétchènes, je paye 70 000 euros par mois, et voilà, c'est des mecs, ils iront au combat pour moi et tout. Est-ce que c'était la bonne stratégie? Ce que je veux dire, d'où viennent ces mecs? Est-ce qu'ils ont un passé? Il sait qui ils sont? Oui, non. Est-ce qu'ils ont été... Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, est-ce qu'il a fait sa due diligence sur ces gens-là? Ouais. Bah ouais, et tout a un prix, tu vois. C'est-à-dire que moi, c'est assez simple. Hein. Ces mecs, je vais les voir, je leur propose 400 000 euros, une enveloppe, ils se retournent contre lui. Tout a un prix dans la vie. Mais donc, on pourrait dire la même chose de ta société, non? Bah, justement, c'est pour ça que moi, je prends des forces étatiques, tu vois, des anciens des forces étatiques. Okay. Souvent, ces mecs-là, tu vois ce que je veux dire, tu prends 3 mecs, tu vas prendre un gendarme, un policier, un militaire, le mec, tu peux y aller, quoi. Justement, tu vas lui dire, ouais, tiens, je te propose 300 000 euros, le mec, il va te mettre une dans la foulée. Tu vois ce que je veux dire? Malgré tous les problèmes de la France, quand même, on peut dire que les forces policières et militaires sont quand même assez peu corrompues. Mais ouais, franchement, par rapport à beaucoup de pays. Mais bien sûr, tu peux le voir. Alors, on entend toujours des histoires, tu sais, de gardiens de prison, de policiers un petit peu corrompus, mais c'est quoi? C'est 0,01%. Oui, c'est pas comme certains pays où c'est vraiment endémique. Non. Je me rappelle au Sénégal, on se faisait arrêter tous les 3 km par des flics qui trouvaient toujours un truc dans la voiture, il fallait leur filer un billet. Et puis, tu vois, c'est bête, mais mes mecs, on les paye pas avec des cacahuètes, quoi. C'est bête, ils sont bien payés, ils ont ce qu'il faut. Ça se permet de se protéger contre ça aussi. Ouais. Mais exactement, si tu les payes 1 300 euros, comme un policier aujourd'hui, c'est combien? C'est 1 500 euros par mois. C'est compliqué, 1 500 euros par mois. Tu vois ce que je veux dire? Un policier qui débute. Là, tu le payes plusieurs centaines d'euros par jour. Ils sont payés environ 300 euros par jour. Donc, s'ils travaillent un mois, ils sont à 9 000 euros par mois. Ouais, ça permet de se protéger un peu contre les tentations. Bah ouais, tu vois ce que je veux dire? Les mecs, ils ont un salaire qui est régulier. Ils peuvent faire des crédits. Ils ont accès, tu vois, à tout ce qu'il faut. Franchement, ça évite les tentations. Bah top, merci pour avoir partagé tout ça. Donc pour tous ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent faire quoi? Directement, je mettrai le lien par rapport à mon site limaprotection.com et directement aussi l'Instagram, ils peuvent me contacter. Et puis sur mon LinkedIn. On mettra le lien Instagram aussi. Okay. Quel est le nom du compte? C'est Lima Group officiel. Ok. Donc voilà, si vous êtes toujours là, c'est probablement que cette interview vous a passionné. Donc n'hésitez pas à lâcher un like et puis à la partager. Envoyez-la à quelqu'un qui a peut-être besoin de la voir, peut-être quelqu'un qui n'a pas encore intégré toute cette dimension de défense, de protection, de réflexion dans sa démarche. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents et puis faites partie des gens qui mettent en place une défense asymétrique 80-20. Ok, super. Merci Olivier. Merci à toi. À plus. À plus.